chaque deal est son propre univers, là, c'est ça qui est fou, là. Mais il n'y a jamais un foutu deal qui est pareil. Il y a tout le temps quelque chose à quelque part qui pète. Je sens que tu le saches. Ouais. Puis une semaine, ça va super bien, tout est beau. L'autre semaine d'après, on est sur le bord du cataclysme. Ouais. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Hubert Côté, founder et CEO de Libe Capital, une entreprise de M&A Advisors qui construit en ce moment leur propre SaaS. On parle de ses débuts comme jeune entrepreneur, de construire sa crédibilité en faisant des gros moves, de M&A en général, donc merger and acquisition, vente et achat d'entreprise au Québec, des ratios pour le financement, pour l'achat et la vente de compagnies, de développer du logiciel en mode dog food, mais ensuite de pivoter de sa routine de CEO, de sport, de valeur d'entreprise, puis de plus encore. C'est toujours un plaisir d'avoir un pote sur le pod puis de pouvoir avoir autant de fun. Hub me raconte aussi son premier mini-exit de Small Boy Stuff, c'est-à-dire un réseau de machines distributrices. All right, on passe au show. Let's go. Hubert Côté, bienvenue sur Ça se passe. Merci, Frank. Comment ça va, mon vieux? Ça va bien. Content de te parler. Moi, tout, c'est un honneur de t'avoir à mon tour sur le pod parce que tu m'as eu sur ton pod. Yes. Je me rappelle plus si c'était les numéros d'épisode ou pas, mais si le monde Google François Lantinado, Libe Capital, ils vont trouver ça. Tu t'appelles la thumbnail? C'était quand même. Ah ouais, c'est sûr que toi, je pense que t'es moins gêné que moi dans les thumbnails eye-catching. Ouais, on est un peu plus clickbait, là. Hub, pour le monde qui te connaisse pas déjà, ton nom complet, je l'ai dit, I guess, mais ton titre puis ton profil, quel genre d'entrepreneur je parle? Ouais. Fait qu'Hubert Côté, je suis le fondateur de Libe Capital. Donc, on se spécialise en M&A, fait qu'on fait de l'achat-vente d'entreprise pour, c'est ça, tant acheteur que vendeur. Puis, ouais, that's it. Malade. Si tu avais à me faire un pitch d'ascenseur sur Libe Capital, ou me donner une couple de chiffres sur genre la business est rendue où, ça ressemblerait à quoi? On dessert environ 300 clients en ce moment. OK. Puis on est comme pas mal la seule solution pour aider les gens à acheter puis vendre des entreprises en bas de 10 millions. OK? Contre qui on compete, c'est un petit peu KPMG, Deloitte, toutes ces grosses entités-là aident à vendre des grosses business. Right? Fait que 50, 100, 150 millions. Nous, on s'adresse à un marché où il y a littéralement presque personne qui dessert ces gens-là. Puis c'est ceux qui veulent acheter des business en bas de 10 millions de dollars. Spécifiquement du côté buy-side, acheteur? Buy et sell-side. Buy et sell. Ouais. Mais ça, dude, c'est... Comment tu pognes la demande de ces gens-là? Genre, comment tu captures un petit peu la demande de ces gens-là? C'est... Tu te positionnes, t'as un brand fort, je sais que tu as un brand perso, Libe, un bon brand quand même. Comment qu'ils te trouvent au lieu de... Ben, c'est ça. La façon que ça vient un petit peu de la jeunesse, là, mais tu sais, moi, à la base, j'achète des business. C'était ça mon gagne-pain, si tu veux, au début. Ouais. Puis au fur et à mesure que je documentais cette histoire-là de comme mon parcours en tant qu'acheteur d'entreprise, il y a des gens autour de moi, des amis, puis du monde qui suivait mon blog qui ont dit « Hey, tu peux-tu m'aider à acheter des business? » Ça, c'est comme c'est parti de là un peu. Puis je sais qu'on va peut-être plus rentrer là-dedans en détail. Puis par la suite, ben quand tu as un supply de comme beaucoup d'acheteurs qualifiés, ben là, après ça, le côté vendeur fait plus de sens dans le sens que là, on est comme, check, on a un supply de 300 acheteurs pour toi. Veux-tu faire affaire avec nous pour qu'on te présente ces acheteurs-là? T'sais? Je suis curieux, la genèse dans ta vie de... Je pense que ça pourrait faire du sens pour moi d'acheter et ou vendre des business. Ça a commencé crissement tôt. Là. Je pense que Libe t'a fondé ça, t'avais genre 22 ans. T'as eu un petit exit que j'ai amicalement nommé ton early small boy stuff pour t'agacer un peu avec un vending machine OS. Mais tu sais, c'est où la première flamme de genre, je pourrais faire ça? Mais tu sais, c'est ça, avec du recul, la suite a de l'air logique, puis genre, ça a de l'air réfléchi, mais pour être bien honnête, j'étais complètement clueless quand j'ai acheté cette première business-là. Fait qu'en gros, j'avais un blog pendant que j'étais à l'université. Fait que je parlais genre de personal finance, de stock, real estate.
whatever, tous les sujets que je trouvais intéressants, dans le fond, reliés à l'investissement. Puis pendant ce temps-là, je lisais d'autres mondes aux States qui achetaient, tu sais, des business. Puis j'étais genre, c'est donc bien cool. À l'Uni où j'étais, à l'Université Laval à Québec, il y avait des vending machines, des machines distributrices. J'allais me chercher une O-Henry à tous les midis. Fait que j'étais genre... il y avait le numéro de téléphone sur la machine. Puis j'étais genre, ben tu sais, le gars, il est pas cave. Il achète des O-Henry à 1$, il met une baie vitrée devant, puis il vend 2$, genre, à du monde, à des pavos comme moi. Fait que j'ai appelé le numéro, puis j'ai dit, écoute, t'es-tu à vendre? Puis il dit, ben ouais, tu sais, je suis intéressé à vendre. Puis sans le savoir, c'est là que j'ai entré dans le monde du M&A, entre guillemets, du micro-cap M&A, là, d'acheter des petites business. Fait que on a break un deal avec ce que je trouvais à l'époque d'informations online, mais tu sais, clairement, j'ai été fucking chanceux. J'aurais pu avoir mille et une façons que le deal aurait pu très mal terminer, genre. Puis c'était comme l'épargne que j'avais en tant qu'étudiant. Fait que j'avais comme 30 ou 40 000 d'épargne que j'avais saved up, tu sais, de different jobs. OK. Puis avec ça, j'ai fait mon premier deal, mais j'ai vraiment beaucoup appris. Puis c'est là que j'ai commencé à comprendre, plus je m'informais de genre, OK, ça prend un avocat, ça prend un banker, ça prend un comptable, un bilan d'ouverture, tout ça. Puis là, rapidement, je me suis rendu compte que fuck, j'avais pas de mère, ni de père, ni de frère, ni de sœur en affaires. J'étais clueless. Puis genre, clairement, il manque d'informations, puis il manque de professionnels pour ça. Puis là, tu comprendras que la suite logique du service est née, là, tu sais. Insane. Si on écrit, genre, un des premiers chapitres dans ta biographie, ça pourrait être M&A via les M&M's. C'est quelque chose. C'est ça, je pensais quand tu parlais de ton... Fair enough. Mais, dude, fait que ça veut-tu dire que littéralement, à un moment dans ta vie d'entrepreneur et d'étudiant, I guess, t'étais propriétaire d'une machine distributrice à l'Université Laval? Ouais, 100%. Ben, actually, c'était 16 locations. Fait c'était comme Université Laval, puis il y avait des trucs de la ville, palais de justice, des affaires là même. Fait que, mettons que tu passais avec, dans un corridor ou un couloir de l'Université Laval avec une fille que tu voulais impressionner, tu disais-tu, c'est à moi, ça. Ouais. Si tu veux une barre, j'ai un coach. C'est complètement insane parce que ça, c'est le début super scrappy dont tu parles. Puis aujourd'hui, moi, je le sais, ça ressemble à quoi ta business, tu sais. Il y a une grosse composante tech. Tu as développé du software, une web app pour gérer, faciliter tous ces deals-là. Quelque chose que tu comptes commercialiser aussi. Fait qu'il y a du chemin vraiment pour se rendre à la composante tech de ta business, mais il y a tellement de trucs qui m'intéressent along the way. Fait que je vais me permettre de prendre des détours. Puis, tu sais, on est quand même un peu proches, là. On s'est entraînés ensemble, on est devenus potes, puis tout ça après le pod. Fait que avoir des amis sur le pod, c'est genre, tu te permets le luxe de, OK, là, on va prendre le temps de parler. Ben oui. Alors, il y aura pas de gros Italiens qui chantent en italien au resto, qui passent à côté ou whatever, tu sais. Fait que, ma première question, c'est la partie blog et infolettre de ton début de journey. As-tu monétisé ça, puis comment tu l'as fait grandir? Ouais. Ça, c'était vraiment mon premier product, dans le fond, de Live Capital. C'était une infolette payante, right? Fait qu'il y a une paid newsletter. Dans le fond, quand je dis blog, réellement, c'était plus une newsletter. Puis, en gros, c'est là que j'ai fait mes premiers dollars, si tu veux, reliés à cette industrie-là ou mon parcours, si tu veux, là, de M&A. Fait qu'en gros, cette newsletter-là, à l'époque, c'était juste moi, puis je l'ai quand même monté à comme 200-300 000 par année. Puis en gros, c'était un membership à 100$ par année. Fait que c'était 9$ per month. C'était des plans annuels seulement. Puis, Puis la mécanique que j'avais utilisée qui faisait en sorte que ça fonctionnait bien, fait que j'avais mon infolette gratuite. Puis le mécanisme que j'avais, je runnais des ads pour mon infolette. Puis c'était un 30-day trials pour $1 que les gens pouvaient essayer. Puis après ça, s'ils aimaient ça, ils pouvaient upgrade dans le fond au truc annuel. Fait que j'avais plein de subs à 1$ qui se convertissait à ceux-là à 100$ par année par la suite. Puis après ça, on avait comme un taux de renouvellement de peut-être 1 ou 2 ans. Après ça, les gens churnaient. C'était-tu en anglais ou en français? En français, oui. C'était en français? Ouais. Au Québec seulement? Ouais. Puis t'as réussi à monter ça dans les 6 chiffres? Ouais. Je sais pas si quelqu'un te l'a déjà dit, mais c'est quand même fucking insane. Là. Ah ouais? Ouais. Ben moi, je trouve ça vraiment, vraiment hot, là, man. Ouais. Surtout que c'était quand même early, là, tu sais, la genre de folie des newsletters, de genre tu surmonétises avec... Ben, c'était en quelle année? Dans le fond, c'était un peu avant que Substack. Nice. OK.
Fait que c'était-tu à l'époque de The Hustle, mettons, Sam Parr, il avait déjà commencé exact. ça? Ouais, exact. OK. Ça existait déjà. Fait que c'était quand même dans un Substack, prime. ça faisait peut-être 1 an, 2 ans avec Substack, genre, arrive. OK. Puis après ça, Beehive, puis là, toutes les autres. Là. Puis c'était quoi, pour reprendre du lingo un peu d'industrie, c'était quoi le alpha dans ton infolette? Genre, tu sais, c'était quoi la valeur de ton infolette? Pourquoi le monde payait pour ça? Ben nous, c'est tout ce qui est money related, right? Fait que c'est comme, mettons, tu veux devenir un meilleur investisseur ou tu vas entendre parler de stock ou de choses comme ça, c'est quand même une industrie plus facile dans le sens que des investisseurs, ils ont plus le mindset un peu degen. Ben pas nécessairement degen, mais tu sais, ils se disent, écoute, je mets 1$ si j'ai un bon tip sur un budget tools ou ça vaut la peine, un fichier Excel ou une analyse d'un stock. Let's do it, là, tu sais. OK, fait que c'était varié, là. C'était... Ouais, c'était vraiment whatever ce que j'avais envie de parler à chaque semaine. Là, puis, l'autre question qui me pop en tête, dude, c'est, OK, moi, tu sais, je te connais, je sais que t'es un dude sharp puis intègre, mais si je suis un abonné qui te connaît pas, comment je te fais confiance? T'es quand même un jeune dude à l'époque, encore plus, tu sais. Même chose pour le vendeur de sa machine distributrice. Comment le monde t'ont assigné de la crédibilité? Ouais. Les gens sous-estiment beaucoup juste la présence physique, là, puis je pense juste de show up. Là, je parlais à un de mes amis, une connaissance là, qui est en immobilier, puis lui, il réussit beaucoup à trouver des deals hors marché en allant cogner aux portes. Puis juste c'est con à dire, mais dans l'era où on vit, où ce que tout le monde regarde les mêmes vidéos, puis tout le monde est genre essayer d'envoyer des cold emails ou des campagnes de marketing ou des choses comme ça, il y a personne qui actually just show up. Puis quand tu vois humain à humain, c'est vraiment plus facile de bâtir un rapport, tu sais. Ouais. Fait que sans le savoir, j'ai juste appelé, je me suis pointé chez lui, on a jasé, puis on s'est entendu sur un deal, tu sais. Souvent, les gens vont juste pas show up, genre, en présentiel. Ouais, fait que ça, c'est pour ton premier deal un peu plus à la M&A puis tout ça, mais mettons pour l'infolettre, à quel point c'était Live Capital une marque sans visage ou à quel point c'était Live Capital par Uber et voici le visage d'Uber? Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que le fait que j'étais assez open à propos de mes moves puis de ce que je faisais, je pense que ça crée une certaine confiance. Dans le sens que quand quelqu'un est transparent puis se cache pas derrière une entité, il y a genre un rapport qui se crée là, quand même facilement, tu sais. Ça veut dire que tes moves d'argent, d'investissement, d'achat, de compagnie de vente, tu les racontais aussi dans l'infolette? Ouais, exact. Okay. Je le racontais aussi. Ouais, c'est ça, je le racontais aussi, mais c'est ça, tu sais, en ce moment, tu sais, puis on va en parler un peu sur le pas de certaines transactions, tu sais, mais ça reste que c'est quand même dangereux aussi, dans le sens que tu veux pas t'exposer à des gens qui font la même affaire que toi, puis là, ils viennent te dire « Hey, fuck, ça a pas marché, alors, je vais t'envoyer un lawsuit, là, tu sais. » Fait que c'est ça, c'est tout le temps faire attention là, quand on fait ça, mais oui, c'est sûr que quand tu es transparent avec ce que tu fais, ça build du trust. C'est moi, à la base, quand je t'ai rencontré, j'ai vu ton histoire, puis là, tu parlais de ton exit, puis tout, puis genre, je trouvais ça nice puis relatable. Fait que instantanément, j'avais comme une confiance plus facile envers toi, tu sais. OK, je te feel. Puis, est-ce que le rôle de la constance et de la fréquence est important pour de la crédibilité quand tu vends un produit plus média de contenu? Ouais. Honnêtement, là, j'étais vraiment, puis encore à ce jour, je suis vraiment pas bon pour écrire, là, OK? Puis je dis ça pas pour dire, actually, je suis fucking bon. Genre, je suis capable de me comparer, puis je suis pas en train de me gaslight, là, je suis pas un bon écrivain. Genre. La rédaction est pas bonne, mais j'ai toujours été là, tu sais, j'ai peut-être, je sais pas, 200-300 éditions à tous les dimanches matin, là, genre. Tout le temps. C'est sûr que ça l'a aidé. Puis, à the toutes les autres qui ont essayé de se lancer des newsletters, ben, tu sais, c'est juste ça qui, je pense, qui a fait la différence entre, mettons, 200-300 000 de revs sur la newsletter que zéro. Là, un peu comme les reps puis show up au gym, tu sais, genre, ça compound un moment donné. Power deadlift. Ah oui. 100% dude. OK, cool. Fait que, quand est-ce que tu t'es dit, oups, je peux faire de l'argent, pas nécessairement juste avec l'abonnement à la newsletter, mais avec actually peut-être une commission ou genre des services d'accompagnement qui ont rapport au M&A, mettons. Parce que c'est ça, juste pour mettre en contexte, notre business model est un peu un intermédiaire entre comme un avocat puis un broker.
Ouais. Fait que, mettons, quand tu fais affaire avec un avocat, tu vas souvent avoir des frais d'ouverture de dossier où on t'a demandé, mettons, un montant en escrow upfront. Right? Mm-hmm. Mettons 2-3 000 $, whatever. Ouais. Fait que nous, on a ça dans notre composante, puis on fonctionne à performance. Fait qu'un montant du financement ou la taille du deal. Fait que si tu achètes, mettons, une business à 3 millions avec nous, je sais n'importe quoi, tu vas avoir 2% de frais. Right? Fait que ça, c'est notre business. Pourquoi on en est venu à ça? C'est parce que essentiellement, les gens me demandaient de l'aide pour le faire, puis moi, ça me prenait fucking du temps. Ouais. Fait qu'au début, j'étais juste... Tu sais, ça a varié, là. On a testé la variante de nous payer à l'heure comme un avocat. OK, ouais. On a testé la variante d'essayer de package, tu sais, juste de la formation ou des outils ou un toolkit, right? Qui existe encore, mais tu sais, c'est une fraction de nos revenus. C'est comme la partie info product un petit peu, c'est genre? ça, exact. Parce que ce qui arrive là, dans notre domaine, puis dans plusieurs domaines aussi, je trouve que nous, le problème, c'est le awareness dans notre industrie. Presque personne sait que genre tu peux acheter une business puis tu peux la financer à genre 95%, 100% quand tu as déjà une business. T'sais. Fait qu'il y a comme un niveau de connaissance vraiment, vraiment bas. Fait que c'est sûr que le volet info est intéressant pour nous parce que justement, ça nous permet de monétiser un peu cette connaissance-là qu'on partage, mais en même temps, le gros core de la business, c'est vraiment de actually faire des deals. Tu sais. Ce qui est hot avec ton background médiatique puis ta capacité à produire un produit de contenu c'est basically le top de ton funnel que tu monétises un peu. Ouais, exact. Mettons, dit vulgairement, puis ça, c'est cool, genre. Mm-hmm. Parce qu'avoir un marketing qui est profitable, des fois, tu sais, ça peut être le fun en tabarouette. Un SLO, là, un Self-Liquidating Offer. C'est ça. Là. Slow. Je sais même pas ce que ça veut dire, un self-liquidating offer. C'est genre, mettons, tu spends 10$, mettons, pour acquire un leads. Ouais. Puis genre, tu y vends, mettons, un fichier Excel qui vaut 10$. Fait que genre, ton coût d'acquisition de parler basically de $0. Parfait. Et après ça, Puis là, ce monde-là là, qui veulent acheter des business là, ou en vendre, là, est-ce qu'il y a un profil comme type de personne? Est-ce que c'est méga varié? Même chose dans le type de business qui sont achetés et vendus. Ouais. Nous, au day-to-day, on accompagne un range de people. Là, fait que au début, c'était surtout everyday people, dans le sens que des gens qui étaient, peu importe, le gestionnaire dans une entreprise, support administratif, name it. OK? Maintenant, ce qu'on aime surtout faire, puis vu qu'on monte les tailles des transactions, c'est d'aller avec des gens qui sont soit investisseurs immobiliers ou qui sont déjà entrepreneurs. Right? Fait que ça, c'est vraiment, je te dirais, où c'est plus facile de faire des deals, mais c'est accessible quand même à monsieur, madame, tout le monde. À the end of the day, c'est comme acheter un triplex. Là, t'sais. Puis là, t'as comme un petit peu name-droppé de l'immobilier comme exemple, mais donne-moi des exemples typiques, s'il y en a, de type de compagnie ou d'industrie dans lesquelles il y a ces M&A-là qui se font via Live. Ouais. Cabinet comptable. Je veux pas, j'ai acheté un cabinet comptable, fait que ça attire beaucoup de gens qui veulent des cabinets comptables aussi. Right? Fait que j'ai acheté plusieurs business. Ça, c'est comme la dernière. Des cabinets professionnels. Fait que mettons, cabinet dentaire, optométriste. Toute cette stack-là. Okay. Après ça, beaucoup de compagnies de transport puis de distribution. Puis des compagnies de un peu de construction, excavation, puis ces choses-là. Fait que beaucoup de services professionnels, là, puis même de choses dans le monde physique. Ouais, quand même. C'est vraiment... puis on fait aussi quelques SaaS, là, évidemment, puis on pourra en parler aussi un peu. Là, mais c'est pas notre core, mais c'est ça. Tout est possible. T'sais. Mais tu as comme mentionné une petite pépite que je pense que ça vaut la peine de déterrer, qui est moi, j'ai acheté un cabinet comptable. Fac, veut pas, il y a du monde qui veut aussi en acheter. Mm-hmm. Si on déterre ça, il y a une partie de ta stratégie qui c'est de put your money where your mouth is, puis de, pour vrai, acheter des compagnies, puis t'es très transparent dans comment tu racontes, t'amènes les gens un peu dans l'aventure de « Alright, fait que là, genre, j'ai acheté un café. Pourquoi j'ai acheté un café? C'est quoi les marges? Genre, qu'est-ce qui est tough? » Non. Fait que t'es comme un asset marketing vraiment cool, toi, pour Live aussi. Tu dirais-tu que c'est fair? Ouais, vraiment. Puis je pense qu'il y a plusieurs... il y a plusieurs personnes, admettons, qui sont venues sur le pod, comme par exemple Marc de Gaia, qui fait
techniquement, c'est le même concept, right? C'est genre, c'était un power user de sa plateforme. Après qu'il ait vendu, ben, il vend ça en tant qu'advocate de genre, j'ai déjà utilisé ça puis ça marche, genre, tu sais, use it, basically. Fait que, tu sais, c'est la même chose ici dans le sens que je montre que ce qu'on fait, c'est pas juste du pelletage de nuages puis on n'est pas juste un intermédiaire, tu sais, on le fait in-house aussi au day-to-day pour montrer que les méthodes puis tout, ça fonctionne, tu sais. Ouais. C'est quoi le nom de ton café? Stockholm Café. On va te faire une plug. Mais moi, j'étais allé. Shout-out Stockholm Café. La fille était super smart. Les sandwichs étaient bons. Puis on a eu du bon café. Fait shout out au Stockholm Café. Même, je sais qu'on s'en va avec ça. On dirait, dans ma tête, il y a comme le côté crédibilité. C'est encore un peu... je comprends encore un peu pas assez comment le monde, genre, te font confiance avec genre, oui, tu vas acheter puis vendre une business, sais-tu? Ben, aujourd'hui, je comprends comment, mais au début, là, les premières compagnies que gens que t'as aidé à acheter ou vendre des business, t'étais quand même un jeune entrepreneur. C'est-tu ça? C'est juste le fait que je l'ai fait, man. Ouais, basically. Tu sais, dans le fond, je misais gros là-dessus. Là. C'est comme, quand j'ai parti, j'avais acheté 2 compagnies, 3, techniquement. Fait que c'était vraiment juste ça. Là. C'est comme, je l'ai fait, ça marche, voici mes chiffres. Voici comment le faire. Là, je peux t'aider à le faire. OK. Parce que c'est vrai, tu sais, à the end of the day, c'est un genou de 25 ans qui a jamais fait de deal. Personne ne m'aurait fait confiance. Là, all right. Fair enough, man. Il y a une stat, là, je pense qu'il y a une statistique Canada et qui est mentionnée sur ton site, qui dit qu'il y aura environ 30 000 entreprises à vendre au Québec dans les 5 ans qui s'en viennent. Ça a beaucoup rapport avec, je pense, le vieillissement des entrepreneurs, puis peut-être d'autres choses là, que moi, je connais pas. C'est beaucoup de compagnies, puis c'est vraiment cool. Comment est-ce que toi, ta business puis ta marque Live, vous vous positionnez pour pogner un bon pourcentage de ça, tu sais, genre, comment vous réussissez à être dans les yeux et les oreilles du monde? Tu sais, on est tellement une goutte d'eau encore en ce moment, là, dans le sens que oui, on a un bon reach, puis je pense qu'on a une très belle vélocité, genre, tu sais, on grossit, puis on investit beaucoup dans notre équipe et tout. On a fait plusieurs dizaines de millions de volume transactionnel, puis on broke, c'est ça, beaucoup de deals à chaque année, mais ça reste qu'aux dernières nouvelles, l'an dernier, il y a eu comme 10 000 transferts d'entreprises. Tu sais, nous, notre firme, on a peut-être contribué à genre 30, 50 deals, max. Fait que, tu sais, c'est un énorme market. Puis, dans le fond, le silver tsunami qu'on appelle, c'est juste que c'est ça qu'au Québec, il y a environ 250 000 entreprises de plus d'un employé. Il y en a plus, là, mais mettons 250 000 vrais business, entre guillemets. Sur ces 250 000-là, il y a plus de 50 % qui sont propriétaires par des baby boomers qui ont plus de X nombre d'années. Puis sur cette strate-là de personnes qui s'en vont à la retraite, il y en a près du tiers qui pensent simplement mettre la clé dans la porte parce qu'ils trouvent pas, dans le fond, de personnes. C'est pas nécessairement parce que la business est pas bonne, mais c'est parce qu'ils ont pas de personnes qui veulent l'acheter, ce qu'on appelle un management buyout, là, fait que racheter à partir des employés, ou que les kids veulent pas acheter la business. Fait qu'admettons, Jean qui a bâti un SaaS dans les années 2000, 25 ans plus tard, sa fille est infirmière, elle connaît rien en SaaS, il y a pas vraiment de monde dans l'équipe qui veut la reprendre parce que l'équipe est vieille, veut pas, ils ont comme 45, 50 ans. Ces gens-là, c'est cool parce que toi, ça te donne un window de genre 10 ans avant de renouveler ce monde-là, tu sais. Fait que là, il est comme, OK, ben j'ai besoin de quelqu'un. Puis souvent, ils savent même pas qu'ils peuvent vendre, tu sais. Fait que c'est là souvent qu'on intervient puis qu'on est comme, check. Ça a une valeur, là, tu sais. C'est un peu crève-cœur, le tiers dont tu as parlé des entreprises qui se disent on va mettre la clé dans la porte, justement, parce que c'est de la valeur, productivité économique, tu sais, que on fait juste genre la shutter down. Parce que genre, il n'y a pas eu soit cette connaissance-là ou ce maillage-là entre une relève puis les actuals. Ouais. Puis, tu sais, vous irez voir en ligne, là, il y a plein, j'invente pas ça, là, tu sais, Le Devoir, le Journal de Montréal, c'est quand même bien documenté, là, tu sais, c'est actually un issue. Mais en même temps, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, en plus d'être une mission sociale, c'est une vraie opportunité d'affaires, là, dans le sens que, ben oui. Tu sais, de part, je sais que t'as beaucoup de gens qui te suivent qui sont en tech, mais tu sais, je veux dire, le cabinet comptable que j'ai acheté, tu sais, on a fait la transformation tech, on est en train de la faire. Tu sais, il y a énormément de potentiel de ramener ces business-là au goût du jour. Là, 100%. Ouais. Puis,
Jean, là, qui a fait un SaaS, qui s'en vient peut-être, le SaaS un peu poussiéreux, Jean est sur le bord de la retraite, whatever. Tu t'as dit, peut-être qu'il sait même pas, dans le fond, qu'il pourrait vendre à d'autres mondes qui sont genre réseaux et médias, ou peu importe le type d'entrepreneur. D'un point de vue marketing, comment toi, tu t'assures qu'il sache qu'il peut vendre puis qu'il pourrait le faire avec Live? Genre, j'ai le goût que tu me parles de vraiment ton... Ben nous, c'est ça. Il y a un beau... une bonne partie de nos revenus qui viennent de des acheteurs qui veulent qu'on fasse de la prospection pour eux, right? Tu sais, comme en immobilier, le défi puis le nerf de la guerre, c'est de trouver ces business-là, right? L'enjeu, tu sais, on mettra au pire les liens dans les show notes, là, mais tu sais, je peux vous donner à peu près 1000 listings, right? Acquisition.biz, mon entreprise à vendre.com, sur Centris. T'as genre à peu près 1500 listings de business à vendre que vous pouvez aller voir, c'est public, c'est gratuit. Okay? Les listings qui, eux, ont des centaines de business dessus, chaque. Ouais. Fait que tous ces sites-là, mettons, sur Centris, il y a un filtre entreprise que tu peux voir, t'as 1000 entreprises à vendre là. Ça, sur acquisition.biz, t'as genre 500 business à vendre en ce moment. Fait que tu sais, il y en a, là, puis c'est public, vous pouvez aller voir. L'enjeu avec ces 1500 listings-là, c'est loin d'être l'inventaire de toutes les entreprises qui sont à vendre. Pourquoi? C'est comme un iceberg. C'est des gens qui sont plus primés ou qui ont plus besoin de vendre. Tu sais, comme... exact. Qui sont déjà accompagnés et tout. Il y a le dessous de l'iceberg, il est énorme parce que, surtout dans les entreprises, puis tu l'as vécu avec la vente de la tienne, ben tu veux pas nécessairement que tout le monde le sache que tu es à vendre ou que tu mets une pancarte devant chez vous, « Hey, ma business est à vendre. » Une maison, les gens carent un peu moins. Une business, t'es comme, bon, le staff va poser des questions, les clients vont poser des questions. Tu veux pas handle ça. Il faut quand même que tu roules ta business au day-to-day. C'est pour ça que sur Acquire.com, mettons, qui était Micro-Acquire avant, je pense, tu sais, à moins que tu payes activement pour un accès à la plateforme comme acheteur, c'est anonymisé, là, tu sais. Exact. Puis nous, je me rappelle, à l'époque, on filtrait par Québec, puis on essayait de voir les SaaS, ils disaient un peu leur stack technique dans quelle industrie on était. T'es là, je pense que ça, c'est lui qui était à vendre. Exact. Mais ouais. Flippa aussi. Oui, 100%. Qui est quand même cool aussi, e-commerce et tout ça en plus aux States. Là. OK, fait que ça, c'est comme accessible, crawlable, whatever pour toi. Fait que ça peut être une source. Exact. Nous, on a, tu sais, dans le fond, toute l'infra d'un bon prospecteur. Fait qu'on a des cold callers, on a des campagnes de cold email, on run des ads, on a un software qui permet justement de faire cette prospection-là. Fait que... je dirais que ça, c'est la deuxième méthode. Puis après ça, ben c'est sûr qu'on a un réseau avec des cabinets comptables, des banquiers, des avocats qui nous envoient des deals hors marché aussi. Ouais. Fait que c'est vraiment ça le challenge, là, tu sais. T'es comme un peu... j'ai changé de char récemment, comme je te disais. Ouais. Puis je me rappelle, j'étais allé dans des concessionnaires, tu sais, puis à un moment donné, je suis allé voir un de mes chums, Charlotte à Charlot, chez Boulevard Toyota. Malheureusement, j'ai pas acheté chez Toyota. Mais anyway, Charlot, il est vraiment cher. Puis, tu sais, eux autres, genre, ils reprennent ton lease, ils reprennent ton char, puis ils donnent une valeur dessus, mais faut qu'il y ait un prix, tu sais, pour ça. Ouais. Ils appellent tout le temps un gars, genre. Ouais, un gars. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme, hey, j'ai un Vaux, tu sais quoi, telle année, puis là, le gars, il dit tapeur, là, puis là, tu l'imagines, puis t'en as, puis je peux te donner 22 000 pour ça. C'est le gars. T'es le gars, genre, un peu gars. Des deals. Mais pour des belles business, genre, hey, t'aurais-tu quelqu'un pour acheter, mettons, tel business? Ouais, exact. C'est le temps d'augmenter la densité de talent puis d'ambition en tech au Québec le 10 septembre avec la SaaSpass Conf 25, notre première édition. C'est exactement ça qu'on va faire. Ça va être toute la journée à Montréal chez Workleap. Il y a 250 places. Vous pouvez aller sur conf.saspass.com pour les détails. La programmation va être insane. Il y a des keynotes de GR de Workleap, Raph Paquin, Vicky Boudreau, 2 des co-founders de Gaia, Marc-Olivier puis Olivier. Il va y avoir un pitch party, 5 startups qui compétitionnent devant jury et public. On va closer la journée avec un live pod avec nul autre que Greg Eisenberg, un de mes idoles côté business que j'ai réussi à faire revenir à ses racines de Montréal. Gros Pokémon légendaire, je suis bien content. Tous les commanditaires sont insane cette année. Merci à ce monde-là. Vous pouvez aller les voir sur conf.saspass.com/commanditaire avec un S. Workleap, Ange Québec, Capital Numérique, Good Bytes Studio, Gaia, Yak, Finalta. Merci tellement. Allez voir leurs AI avatars sur le site. Comme je vous dis, il reste des billets en ce moment, mais c'est sûr qu'on va être sold out. Il y a juste 250 places. conf.saspass.com pour acheter vos billets. Cheers! Fait que, OK, laisse-moi d'abord reformuler un peu le début de ma question, parce que au niveau du marketing, comment les acheteurs te trouvent d'abord? Ouais. Même chose, genre, tu utilises toute cette machine-là de ads, de cold call, puis tout, pour
L'autre côté, ouais. Pour le buy-side? Exact. On run des ads, on fait du contenu organique. La newsletter est encore un big thing. Là. Maintenant, on est rendu à genre 45 000 subs. Ah ouais. Ça run sur quoi pour le fun? Beehive. Sur Beehive? Ouais. Tu utilises beaucoup de features, genre power features de Beehive? Pas tant. Es-tu verrouillé? Tu peux-tu lire ta newsletter si j'ai pas donné mon email? Dans le fond, on n'utilise même pas le feature blog, là, pour être honnête. Là, comme OK. C'est juste email. Personne va sur le blog. Là. Ouais. Ah ouais. Puis es-tu payante encore? Non. C'est ça. Rendu vraiment... Elle est devenue free. Là. OK. Fait que c'est vraiment un outil d'acquisition maintenant. Ouais. Puis ça, mettons, je veux voir c'est quoi, c'est sur livecapital.com? Honnêtement, je sais même pas. L'URL précis de ça. C'est un petit peu ça. Ouais. On run des campagnes dessus, mais. Oh, je te file. Ouais. Pas trop, je le dropperai dans les show notes. C'est un bon signe, ça veut dire que t'es rendu, man, genre que tu t'es distancé des opérations, nitty-gritty, man. Ouais. C'est vraiment sick. All right. Combien de pourcentage, plus c'est moi qui, tu me dis si tu veux répondre ou pas à ça, soit de tes costs, mettons, en salaire, ou de tes costs en cash, mettons, comme tu veux, vont à l'acquisition? À tout ça, le marketing, la prospection. Ouais, je pense que dans le fond, pour acquérir un client, right? Fait combien je spend global? Ça peut être ça, mais ce qui m'intéressait aussi, c'est dans ta team, genre. Ouais. Tu sais, y a-tu, genre, ta masse salariale, mettons, qui est à, genre, je dis n'importe quoi, 1 million, c'est-tu 250 000 qui vont en acquisition de nouveaux clients ou? C'est ça. On a quand même un bon payroll parce qu'on a des comptables, banquiers, analystes, pis tout ça. On staff. Ouais, on staff. OK. Fait qu'on est une quinzaine dans le team. Fait que je te dirais que le payroll, ça représente plus de 50% de mon cost. OK. As a whole, peut-être 20% marketing. OK. Puis dans mon staff, je compte l'infra pour genre les prospecteurs puis tout ça. Là, tu sais. OK. Puis quand tu dis 20% marketing, c'est 20% dans le salaire ou c'est un budget? Plus de plus. Là. OK, de plus, c'est ça. Ouais. Fait que sur tes costs total, il y a un 20% qui va aller, mettons, dans du budget de marketing. Ouais. En ce moment, on operate à genre 30 to 40% margin. Là? Ouais. De bénéfices net? Ouais. Gross. De bénéfices avant impôt. Ouais, mettons. OK. Très cool, man. Puis le reste du staff, tu dois bien avoir du staff comme technique parce que vous avez tout buildé le software, justement, de Live, là. Fait que ça ressemble à quoi? Ouais. Fait que pendant un certain temps, on avait 2 devs. En ce moment, on a un dev, basically. OK. Puis c'est pas mal lui qui run le dev de notre software interne là, qu'on utilise. Là, on n'a pas décidé de le commercialiser encore. Mais clairement, c'est un rêve là, de pouvoir de commercialiser le SaaS qu'on développe. Là. Tu veux-tu qu'on rentre là-dedans? Ouais, j'aimerais ça. Ouais? Bon, mais on va faire ça. On va faire un peu la genèse de quand est-ce que tu t'es dit ou quelqu'un dans ta team s'est dit hey, je pense que ça vaudrait la peine qu'on code ou qu'on développe du tooling interne vraiment juste pour nous. Ouais. C'était moi, early on. J'avais parlé à certains courtiers. Tu sais, ce qui arrive, là, c'est que nous, ça s'appelle des M&A advisors. Là. Il y a pas, ce qui arrive là, dans notre domaine, là, c'est vraiment pas le Cambodge, mais tu sais, c'est le Far West, là, dans le sens que il n'y a pas d'ordre professionnel comme l'OASIC en real estate, ou des courtiers immobiliers, par exemple, ils étudient pour ça. Nous, il n'y a pas de licence officielle. Fait que ce qui arrive, c'est que la plupart des gens qui sont dans notre industrie sont quand même vieux. C'est souvent des secondes carrières de gens qui ont fait des exits puis qui veulent accompagner des gens. Ceci étant dit, ces gens-là, ils sont vraiment pas tech savvy. Tu sais, c'est très old school, un peu comme un avocat. Tu sais, c'est ça, un peu boomer. Word, Excel, email, c'est leur stack. Tu sais. Got it. Fait que c'est là que moi je voyais l'opportunité d'automatiser plein d'affaires dans le process. Là, tu sais. Fait que voir l'opportunité, c'est une chose. Ouais. Mais décider de mettre de ton capital pour développer ces outils-là ou ces automatisations-là, c'est une autre chose. Ouais. Parce que là, bon, ta marge dont tu as parlé, mettons, 30-40%, il y a une partie de ça que tu te dis, je monétiserai pas ça. Peut-être tu te dis, je vais faire plus de deals ou je vais genre être plus efficace. Fait que genre, je vais sauver, je sais pas. Mais quand est-ce que tu as dépensé les premiers dollars sur développer du tooling? Ouais. Ça va faire, la business fait quoi? Ça fait 4 ans qu'elle existe. Ça va faire peut-être 2 ans. 2 ans. Ouais. On a commencé comme plus sérieusement. Là. As-tu commencé à l'externe? As-tu embauché direct parce que tu connaissais quelqu'un? Ouais, j'ai commencé. J'ai fait affaire avec un contractor, puis après ça, c'est devenu mon main dev.
OK. basically, par la suite. Comment tu l'as trouvé, ce ce contractor-là? Il faisait des TikTok, man. Fait que shout-out Alex. Et il faisait des TikTok sur le dev, basically, puis j'ai juste outreach, puis je lui disais, écoute, c'est vraiment là ce que tu fais. J'ai une opportunité pour toi. Wow! Puis, Fait qu'il a fait basically comme toi un peu. Ouais. Le type de Ouais, c'est ça. J'étais vraiment, il est smart. S'il fait ça puis ça marche, let's go, let's do business with him. Ça. OK. Puis l'idée de commercialiser cette solution logicielle-là, étais-tu là aussi early on ou est apparu une fois que tu t'es rendu compte de la valeur? Vraiment. Notre gros enjeu dans notre domaine, c'est la récurrence des revenus. T'sais, fait qu'on chase un contrat après l'autre puis un deal après l'autre. Ouais, c'est comme dans du service pas mal. Là. Exact. Même peut-être pire. Ouais, c'est nasty parce que notre pay cycle est genre de 1 an. Là. De te faire payer, toi? Ouais. Pour la commission, tu veux dire? Ouais, à performance. T'sais, mettons, demain matin, tu te dis, hey, écoute, je vais vendre ensemble. Ouais. Tu veux, je veux que tu m'aides à vendre ta business, parfait. Il y a un frais d'ouverture de dossier qui est genre fuck all, là, ça coûte presque rien. Puis après ça, moi, je suis payé à la clôture, là, fait que genre un an et demi plus tard. Là. Right, fait que c'est... Ouais, Chris, on dirait que d'autres, j'avais quand même pas cliqué là-dessus. Ouais. Fait que toi, tu reçois ton cash, moi, je reçois aussi ma com. C'est ça. Puis il y a plein de processus qui marchent pas. Ben oui. Right? De M&A, on le sait. C'est crazy, ça. Fait que ça veut dire que c'est vraiment rough sur ton cash flow aussi. Ah ouais, c'est vraiment tough. Là. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce qu'on fait. Là, ouais, fait que c'est pour ça que le frais d'ouverture, c'est comme quasiment life or death pour toi. Vraiment. Faut que tu éponges une partie des dépenses que tu vas engager pour un acheteur, mettons. On n'a pas le choix, oui. OK. Puis, hey man, on dirait que je sais même pas, tu sais, j'ai tellement pas beaucoup d'expérience de runner beaucoup de business, alors que toi, t'en as runné ou évalué une chier. Là, ouais, du vraiment, monde, là. vraiment. Fait que, comment tu fais pour rester cash flow positive? T'as-tu gros de la marge? Est-ce que tu as d'autres business qui sont sous le même ombrelle qui feed du cash à celle-là? Comment ça marche? Mm-hmm. Ben, on a plusieurs sources de revenus. Fait que, on a des primes de référencement, par exemple, avec des cabinets comptables ou des choses comme ça concernant, mettons, si on réfère une business qui veut faire sa comptabilité. OK. Il y a la partie info qui nous aide un petit peu aussi. Fait que, exemple, on a genre un mini bootcamp, on donne nos templates, puis c'est des choses pour les gens qui veulent le faire de façon autonome. On a les frais d'ouverture de dossier. Fait que, tu sais, je te dirais, ça cover nos bases, genre. C'est malade. Puis après ça, le reste, ben, nos profits, on les fait sur les frais, là, tu sais. Dit de façon peut-être comme vulgaire, tu monétises une partie de ton marketing pour le revenu de commission que tu vas aller chercher. Ouais. Tu monétises une partie de ton réseau avec tous les avocats, les comptables, avec tes frais de référence. Puis, tu finalement monétises comme la soif, l'ambition, la faim de genre, hey, ouais, là, je suis vraiment down, là, genre, fait que, OK, ben, paye un frais d'abonnement au début, excuse un frais d'ouverture. Puis ça couvre tes bases. Ouais. Puis tu t'assures d'en crisser en dehors du stade pour avoir, genre, justement, de la growth, du profit, puis tout ça. Ouais, exact. Puis c'est sûr que, tu sais, Live Capital, tu sais, on a un umbrella de compagnie qu'on achète aussi. Fait que c'est sûr que ça l'aide aussi, veut pas. Ouais. Par exemple, cabinet comptable, services financiers, des choses comme ça, là, tu sais. Puis, moi, pour t'avoir parlé offline, puis tout, il y a souvent des synergies entre les compagnies que t'achètes, tu sais. Puis ça, c'est vraiment cool. Tu veux-tu en parler un peu de ça? On a comme dévié du SaaS, mais on va revenir. Ben oui. C'est sûr que, tu sais, si quelqu'un écoute le podcast, tu as déjà une business, normalement, ce que tu veux regarder, c'est une intégration verticale, right? Fait que si, exemple, je sais pas, tu as une compagnie qui fait des portes et fenêtres, ben c'est sûr que d'aller acheter une compagnie dans une verticale similaire ou d'aller acheter un distributeur avec qui tu fais affaire, c'est vraiment intéressant, tu sais. Sans rentrer trop dans les détails, mais tu peux financer 100% de l'acquisition, tout ça. Fait que c'est vraiment utile de cette façon-là. Fait que nous, c'est ça, on fonctionne beaucoup par synergie. Fait que, c'est évidemment, ben, on accompagne des entreprises à soit grossir par acquisition ou à vendre. Fait que veut pas, la deuxième chose qui nécessite le après transaction, c'est de la comptabilité. Fait que là, dans ce cas-là, ben, l'achat d'un cabinet comptable fait beaucoup de sens pour nous parce que on est capable de référer de l'un à l'autre. Puis un cabinet comptable, ben, tous ces clients-là, un jour, vont devoir vendre. Fait que la suite logique, c'est d'accompagner ça. C'est les deux côtés que ça nourrit. Ouais. Puis un café, si tu passes c'est stressant, tu veux garder le monde énergisé. Ou? Le café, c'est plus... c'était early on dans mon journey. Avec du recul, est-ce que je le ferais? Pas nécessairement, mais en même temps, ça m'a beaucoup aidé parce que, veux pas,
ça fait rêver dans le sens que tout le monde, je sais pas pourquoi tout le monde est comme, c'est cool, t'as un café. C'est vrai que c'est cool. Mais, il est cool, ton café. c'est ça. Mais, tu sais, j'ai fait par passion et tout. Est-ce que c'est mon cash cow? Absolument pas, tu sais. T'as pas des marges de 30-40, mais c'est non, ça. on fait genre 10% peut-être. Puis ça doit être 15. bon dans l'industrie, sûrement. Ouais. Je sais pas, je connais pas ça. Ben, c'est à peu près ça, le standard. Là. Tu rentres dans un café, tu fais juste regarder, là, puis tu vois des costes. Tu vois du monde, tu vois des meubles, tu vois de l'air clim, tu vois de l'électricité, tu vois de la bouffe, tu vois des frigos, des machines, man. Du gros square foot. Ouais, de l'inventaire, t'es comme, oui, le pied carré, évidemment, ouais. Fait que c'est ça. Fait que le café, non, ça fait pas partie de ça, mais ça a contribué. Encore une fois, je fonctionne beaucoup par case study. Tu sais, il y a tellement du monde online qui dit n'importe quoi ou qui font des faux. Tu sais, veux pas, comme je te disais avant le pod, on est quand même, on a un marketing clickbait. Tu sais, puis avec le futur, ça va être moins, tu sais, de plus en plus professionnel, mais ça reste qu'on veut s'adresser. Tu sais, on veut rendre ça simple. Le fait qu'on rende ça simple, c'est sûr que ça a l'air un peu plus genre. T'sais, si tu as un attrape ou si tu clickbait, fait on a déjà parlé de ça. C'est ça, exact. Fait que, si on en est conscient puis on veut, transiger vers, on est fucking institutionnel, là, on peut pas être plus, by the book. C'est ça. Fait que c'est sûr que là, on fonctionne, mais fait que dans cette idée-là initiale, ben, d'aller acheter un café, de montrer à monsieur et à tout le monde que c'est possible, puis même si j'ai jamais travaillé dans un café, ben, tu peux acheter une business dans un domaine que je connais pas, tu sais. C'est vraiment un case study, comme tu dis, qui est excellent pour ton acquisition. On va continuer sur le SaaS parce que ça m'intéresse. Je vais te poser une question peut-être un peu confrontante, puis on verra si on garde ou pas, là, mais genre, là, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait presque un an. Un an, ouais. Ouais. On a fait du gym ensemble, on a parlé de business, on est allé bouffer, puis toi, une des raisons, justement, où le début de la relation, c'était comme, ben, tu sais, Frank, moi, je suis en train d'en développer un SaaS. Dis-moi ce que t'en penses, puis qu'est-ce que tu ferais, puis tout ça. Fait que la question un peu confrontante, c'est, mettons, là, ça fait un an qu'on se connaît, ton software, il y a quand même un certain niveau de maturité, là. C'est pas genre napkin ou genre du bricolage, là. Pourquoi tu l'as pas encore commercialisé? Ouais. Deux choses. Fait que j'ai suivi tes dires, puis j'étais allé essayer de vendre le PowerPoint ou le projet avant même qu'il soit comme en SaaS. L'erreur que j'ai faite early on, c'est que j'ai bâti une solution qui était bonne pour mon équipe puis qui augmentait la productivité de mon équipe, mais c'est un peu un Frankenstein dans le sens que c'est pas commercialisable dans le sens qu'on a sur-customisé, genre. T'as surindexé sur tes use cases. Exact. Fait que là, j'étais comme, si moi j'ai ce problème-là, il y a sûrement 1000 autres firmes qui ont ce problème-là, right? Tout le temps, ce qu'on entend. Which is not the case en réalité, right? Fait que c'est ça. Fait que après ça, plus on se rencontrait puis on jasait. J'ai comme, Chris, c'est vrai, je vais essayer d'aller vendre le produit, où ce que j'en suis pour voir. Puis le problème, c'est vraiment mon marché total adressable. C'est très petit, les firmes de ce qu'on fait. M&A Advisors, mettons? Exact. Il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est des gens vraiment old school, proches de la retraite. La plupart du temps, c'est des one-man shop ou les plus gros, c'est genre 10-15. On est pas mal dans les plus gros, là, je te dis, en termes de staff. Ça veut dire, bro, que toi, t'es pas le genre de figure typique dans l'espace. Vraiment pas. Fait que toi, t'es super tech-savvy, là, on a déjà gossé sur les AI ensemble, puis tout ça. C'est pas nécessairement le cas à tout le monde à qui tu pourrais vendre le SaaS, le live. Ils sont très Excel, très email. Là, t'arrives, t'es comme, hey, j'ai une nouvelle solution intégrée, ditch ton Excel, genre. C'est angoissant quasiment, pour eux. C'est ça, fait qu'on compete là-dessus. Fait qu'est-ce que tu vas faire, man? Parce que là, c'est ça, on pivote, là. On est vraiment plus, ce que je me rends compte, c'est qu'on move plus haut dans, le nombre de personnes intéressées, puis ça revient un peu à la prospection, right? Puis ça, on s'en est pas parlé encore. Go. Mais c'est l'accessibilité à des deals off-market. Dans le fond, c'est là que je me rends compte que there's big money to be made, puis que c'est vraiment plus gros. Après ça, on peut se focaliser pour des gens qui veulent acheter des entreprises, mais si ça fonctionne bien après ça, c'est facile d'aller dans d'autres verticales par la suite. Là. Genre? Ben, je veux dire, si notre infra qui te permet d'avoir accès à, je sais pas, des SaaS hors marché à vendre, ben après ça, cette même infra-là pourrait fonctionner à des personnes qui veulent acheter des tours à bureau en commercial, en real estate, right? Le engine de prospection, puis c'est rien de nouveau, j'invente rien. Là. Il y en existe, puis il y en a, mais je peux attaquer
une pocket qui est pas adressée en ce moment en prospection, qui est genre pour les gens qui veulent des deals hors marché en M&A, tu sais. C'est pas vrai, il y en a, mais je pense qu'on peut apporter quelque chose qui a de la valeur. Puis avec les clients qu'on a en ce moment, ça, on est vraiment confiant qu'on est capable d'en vendre, tu sais. Les clients, les acheteurs? Nos clients actuels, ouais. Fait que, est-ce que ça voudrait dire que au lieu de leur vendre tes services d'accompagnement, tu leur vendrais un produit pour qu'ils, eux, trouvent leurs opportunités? C'est ça, à long terme, oui, c'est ça qu'on veut faire. Là, tu sais. Parce que là, en ce moment, on fait toute cette prospection-là pour les gens qu'on accompagne. Tu sais. Mais c'est challengeant, là, tu sais. Ouais. Ben, fait que dans le fond, si j'essaie d'imaginer un peu ce que tu me dis, c'est genre, check, moi, Frank, là, il y a un paquet de monde qui viennent me voir, qui disent, Hub, je veux acheter une business. Ouais. Mettons, concessionnaire de chars usagés ou je sais pas exact, quoi, n'importe quoi. Fait que toi, tu dis, sure, pas de trouble, j'ai des humains puis un peu de logiciels qui sont capables d'identifier l'iceberg de concessionnaire de chars usagés, mettons. Exact. Après ça, on va plonger, puis en dessous, le type de l'iceberg, là, OK, tout le monde est capable de le trouver. Nous, on est capable de plonger en dessous de cet iceberg-là puis de te dire, check tous les deals qu'il y a là, quel qui t'intéresse, on t'aide. Exact. Fait que là, ce que tu me dis, c'est basically le produit, ça permettrait de façon seamless spotter des types d'iceberg, mais aller en dessous de chaque iceberg, peu importe l'iceberg, dans le fond. Exact. Tu sais, il existe des Zoom Info, Apollo, tu sais, ils vont scraper des leads sur LinkedIn ou des affaires de même, tu sais. Oui, mais c'est pas tailored pour... Exact. Je suis un acheteur avec des contraintes et un budget et des deadlines et je veux acheter tel genre de compagnie. Exact. Ouais. Fait que là, nous, on approxime la taille de l'entreprise, la valuation associée à ça. Puis, tu sais, on est capable de quand même aller pousser les recherches préliminaires pour savoir, avant même de le caller, comme c'est quel genre de business que tu t'apprêtes à acheter, tu sais. Ouais, puis d'autres, tu peux avoir un upsell humain, géré par l'humain, là, tu sais, hey, voulez-vous, genre, qu'on valide de vive voix certaines opportunités? On a du monde qui peuvent prospecter, cold caller, il n'y a pas de trouble, genre. Exact. Puis, moi, plus j'évolue dans ça se passe, ironiquement, plus je suis bullish, donc favorable aux modèles de business qui sont hybrides puis pas pur logiciel. Ouais, 100%. Parce que la composante générer du code, générer des pixels, faire du crawling, genre être sur Internet, créer des choses et être sur Internet, c'est vraiment de plus en plus facile, tu sais. Ouais. Fait que avoir une brand ou avoir un modèle d'affaires, avoir une brand qui te permet de distribuer des produits numériques, c'est tough, mais c'est important. Mais avoir un modèle d'affaires qui dépend pas seulement de la valeur d'un produit numérique, qui peut être de plus en plus facilement copiable, ou pire que copiable, remplaçable à l'interne. Ouais. Ça, c'est une chose que je vois. Là. Je te donne un exemple. Mettons, un de tes acheteurs savvy, là, il vient te voir, puis tu y fais un pitch un petit peu de « Hey, voici ce que Live, le software, pourrait faire pour toi en termes de prospection. » Man, si il se patente à droite, à gauche, des agents qui taponnent un peu avec les eyes, il va être capable de se faire du scraping vraiment facilement. Puis là, il fait comme « Hey, dans le fond, man, je pourrais genre crisser tout ça dans un UI puis essayer de le vendre, moi, tout. » Tu sais, genre, c'est comme... Ou juste l'utiliser pour moi-même, genre. Fait que c'est de plus en plus facile de builder du tooling à l'interne. Par contre, ton avantage compétitif, toi, avec Live, c'est de dire, ben, dude, nous, on sait exactement où chercher, mais on sait exactement quoi chercher, puis on est capable de te plugger avec des tierces parties que normalement, tu n'aurais pas. Fait qu'on fast-track ton processus à un niveau que toi, tu serais pas capable de faire tout seul, tu sais. Fait que je sais plus trop ce que je m'en ai avec mes skis, mais tout ça pour dire que la composante hybride, dans ton cas, c'est que, oui, sure, t'es capable de te patenter des affaires avec des agents, des crawlers, avec ChatGPT, peu importe. Ça te tente-tu, genre, tu sais-tu qui appeler? Ça te tente-tu, toi, de pick up the phone puis d'appeler, genre, du monde pour voir si tu valides l'opportunité? Comment tu vas le savoir en 30 secondes si c'est de la bombe ou pas, cette opportunité-là? Fait que, tu sais, t'as comme cette composante d'expertise humaine-là on top que je pense que ça peut être un genre de moat ou un différenciateur. Et j'ai parlé crissement beaucoup pour essayer d'expliquer juste ça, là, mais genre, je patinais, je m'excuse. Non, mais c'est intéressant parce que nous, c'est ça, tu sais, le bottleneck en ce moment dans notre entreprise, c'est bon la récurrence des revenus, comme je l'ai dit. Puis le pipeline de deals, tu sais, dans le fond, de trouver des opportunités. Fait que, justement, l'aspect software est attrayant parce que, justement, ça vient solve, tu sais, nos deux main issues directement, tu sais. Ouais, puis c'est... Ouais.
All right, folks, petit shout-out aux chiffres, partenaire certifié, ça se passe. Une firme comptable tech-enabled qui organise vos finances. De la comptabilité cloud à la paye, à la fiscalité, c'est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ils ont aidé un paquet de SaaS bootstrap ou fundé. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis manquez pas le show 74 avec Jean Gab sur le pricing. OK? De retour au pod. Fait quand est-ce que tu penses que les premiers dollars de SaaS vont rentrer dans la compagnie? La semaine prochaine. Ouais. Ah ouais? Ouais. T'es sérieux? Ouais. OK. Déjà... Ben, techniquement parlant, c'est ça. Là, on vend des access à celle-là. Fait que, tu sais, elle est live puis elle marche. Là, pour des M&A advisors, mettons, en ce moment. Non, là, c'est ça. C'est pour des gens qu'on accompagne qui veulent pas qu'on fasse de la prospection pour eux. Ils veulent avec une option plus abordable. Wow! Fait que le pivot, il est pas juste, genre, non. Tu fabules pas juste là-dessus sur le pod, là. C'est comme, ça se passe là. Ouais, on est dedans, là. Puis au moment que ça sort, ça va s'être passé. Ouais, exact. OK, fuck yeah, dude. Let's go. Je suis vraiment stoked. Très, très cool. Ouais. OK. Ben, malade. Hub, tu dis souvent que le repreneuriat peut surpasser l'immobilier et la bourse en retour sur investissement, en ROI. Ouais. C'est baller quand même comme statement. Fait que tu veux-tu nous partager sur un cas concret ou juste nous expliquer c'est quoi que tu veux dire avec ça? Petit disclaimer avant, ceci n'est pas un conseil financier. Je ne suis... 100%. Ce n'est que de l'opinion... N'investissez, je suis un fou, faites pas ça, genre, basically. Mais là, tu pognes ton sel parce que tu me dis, j'ai pris des notes pour te sortir un vrai cas pour justement pas te bullshiter. En ce moment, je travaille sur 2 deals. OK. Un personnel, un pour une personne qu'on accompagne. Je dirais pas lequel est lequel par souci de confidentialité, là. Oui. Vous comprendrez que c'est des deals qui sont actifs, fait que je vais être quand même assez vague dans l'industrie, mais je vais pouvoir... Puis dans les chiffres, mais j'ai gardé la même échelle de grandeur. OK. Immobilier versus achat d'entreprise. Immobilier versus achat d'entreprise. Ouais. Fait pour supporter le statement de du repreneuriat peut valoir avoir un meilleur ROI que, mettons, de l'immobilier. Ouais. C'est-tu toi, Hub et ou ta compagnie de gestion ou Ombrelle qui travaille sur ces deals-là ou c'est pour des clients? C'est ça. Fait que là, dans le cas, mettons, de la transaction immobilière que je vais parler, ça, c'est pour notre holding. Fait que moi, ma holding, basically. Pour le deal d'entreprise, c'est pour une des personnes qu'on accompagne. C'est pour ça qu'on garde les choses anonymes. Côté acheteur, c'est ça, exact. OK, solide. OK, vas-y. Ce qu'on veut voir, dans le fond, c'est la question, combien de cash va générer un deal immobilier versus l'achat d'une entreprise? Ouais. Fait que ça, c'est la fameuse question du cash flow. Puis là, je vais arrondir, là, parce que là, il y a plein de... Puis vous me challengerez au pire en comments si c'est bon. Ça fait aucun sens, OK? Mais disons que tu veux acheter une bâtisse commerciale. OK? Fait qu'admettons des bureaux. Tu veux acheter des bureaux. Exemple, OK? La transaction sur laquelle on travaille, on est autour de 4 millions, OK? Pour l'immobilier. Sur 4 millions, après payer, dans le fond, toutes les dépenses, fait que ménage, nettoyage, etc., puis les revenus des locataires, on a environ, potentiellement, ici, 261 000, disons 260 000 de revenus nets. OK? Sur 4 millions, mettons, sur 25 ans, avec une hypothèque de, exemple, avec un taux d'intérêt de genre 5 au moment où on se parle, on arrive avec un paiement de 289 000. OK? Fait que t'as 200 quelques mille de dépenses d'entretien, 200 quelques mille d'intérêt sur ta dette. T'as 570 000 de dépenses avec ton hypothèque plus les dépenses sur l'entretien, etc. Exact. Fait que basically, tu perds de l'argent dans cette transaction-là, mais dans ce cas-là, si, exemple, la bâtisse commerciale était louée au complet, elle générerait à peu près 30 à, comme, mettons, si on est optimiste, 100 000 de cash flow après hypothèque dépenses. OK? Fait que je sais que j'ai dit beaucoup de chiffres, c'est un peu mélangeant. Là. Disons, dans un scénario optimiste, OK, pour une transaction immobilière de 4 millions dans le commercial, tu vas générer 100 000 de cash flow par année. Après, tu es libre d'hypothèque, libre de frais. Pas la première année. Dans ce cas. Si on est optimiste. OK, si on est optimiste. OK, 100 000. Je suis avec toi. OK. Transaction de 4 millions qui te génère 100 000 de net dans tes poches. Got it. Tu dois réinvestir un peu quand même dedans pour... Pas que ça tombe en ruine. C'est ça, exact. Mais admettons, on fait des coins. Ça, 4 millions pour une bâtisse commerciale, c'est réaliste. Là. C'est le genre d'affaire que tu vois
Ouais, C'est pas une tour immense, sûrement. Non. C'est ça. C'est réaliste. On est ici, là, tous ces calculs-là, pour les gens qui sont plus savis en real estate, c'est genre un cap rate de 9%, là, qui est quand même vraiment pessimiste, là. OK. Je comprends rien ce que ça veut dire, mais je veux pas comprendre. C'est ça, exact. Bouge à l'autre. Entreprise, dans ce cas-là, on a une transaction, exemple, de, disons, 9 millions, OK, dans l'industrie du transport. OK, parfait. J'ai essayé de trouver des comparables comme plus proches, là, mais pour l'instant, c'est le mieux que je peux faire avec des taux d'intérêt comme approximatifs actuels. Taux d'intérêt pour le financement? Ouais, pour les deux cas. Fait que, on est toujours taux de la Banque du Canada plus prime. Ouais. Taux de risque. Fait que pour une transaction, exemple, de 9 millions, puis je vais le sortir juste ici, pour une transaction de, exemple, 9 millions. OK, fait que cette business-là, hypothétique, réelle, tu payes 9 millions. Tu payes 9 millions pour. C'est dans le monde des transports. Ouais, exact. OK. Tu payes 9 millions pour, mais ce qui devient intéressant, c'est quand tu payes, dans le fond, la dette, tous les frais, le staff, tout ça, tu vas cash flow entre, mettons, 700 000, entre 700 puis 800 000 à ton année 1. OK. Fait que, ça te donne une magnitude, là. Fait que, littéralement. Quand tu dis payer la dette, c'est parce que la compagnie a déjà une dette ou c'est la dette que toi, tu auras encourue pour acheter la compagnie? Oui, c'est ça. Fait qu'exemple, tu achètes une business, on va faire des chiffrons de 10 millions. Okay? En général, ce qu'on voit en ce moment sur le marché, c'est que la banque va financer 80 à 90% du deal. Quand même, OK. Mettons, règle du pouce, conservateur, on dit 8-10-10. Fait que c'est 80 banques, 10% vendeurs, 10% acheteurs en mise de fonds. OK. 10% vendeur, ça veut dire qu'il y a des balances de prix de vente. Là. Le vendeur finance une partie de la transaction. 90% du temps. Sur combien de temps, mettons, que tu vois? Souvent, ça va être sur 5 ans. 90-10. Ouais. OK. 90-10. Fait que, encore c'est intéressant, je savais pas ça pendant tout. C'est ça. Là, peut-être que le monde vont être en comments ou whatever. C'est une règle du pouce. OK? Nous, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Après ça, il y a plein de cases où, exemple, tu peux financer 100% d'un deal aussi, où tu peux financer 95% puis 2,5 vendeurs-acheteurs. Ça se fait quand tu as déjà une business et tu as déjà des assets, tu peux financer 100% d'une acquisition, d'une entreprise. Fait que des profits nets que tu vois sur l'état des résultats. C'était dans mon cerveau. Un genre de son dans le studio qui est... C'était beau. Je pensais que c'était genre une mouche, mais gigantesque. All right, no worries. C'était mon tunnel carpien. Qui est en train de péter à cause du taux d'intérêt. Non, OK, let me get back to it. Fait que genre, mettons que tu regardes les états financiers d'une compagnie que tu veux acheter, puis qu'il y aurait genre un profit net, justement, une couple de centaines de milliers de dollars, ben toi, il faut que tu te dises, mais t'as peu, moi, je rajoute une dette à cette compagnie-là. Cette compagnie-là va prendre une dette, puis je dois rembourser cette dette-là, fait que ça coupe dans mes profits. Ouais. Mais là, de la manière que tu parles, la dette est pas assez hardcore pour couper. Non, c'est ça. Tu repayes ça sur combien de temps, genre? Souvent, ça va être 10 ans. OK. Entre 5 et 10 ans, l'achat d'une entreprise. C'est bon. Fait qu'il faut que tu ailles, genre, la motivation, les reins, la vision pour au moins runner ça un gros 10 ans. Là, genre. Ben, tu sais, tu peux toujours l'optimiser puis la vendre 2 ans après. Là. Te rappeler. C'est ça. Mais ça donne un range. Fait qu'exemple, pour une business qui se vend à 10 millions, on va faire, exemple, entre 2 et 3 millions de profit. Right? Ouais. Sur ce 2 millions de profit-là, tu vas payer entre 50 à 70% de dette, right? Fait que c'est genre ton ratio. Fait que, mettons, tu fais 2 millions de profits, l'année 1, tu vas devoir payer 1 million ou peut-être, tout dépendant du prix de l'achat, tu comprends? Ça va faire varier ça. Fait que tu vas payer, mettons, 1,2 million en dette, puis le reste, c'est des profits que tu peux soit réinvestir. Got it. Fait que, en gros, là, ce que ça veut dire, c'est que le multiple que tu payes pour tes revenus en immobilier est vraiment, vraiment plus élevé que les multiples que tu payes en achat d'entreprise. Mais ça vient avec le niveau de risque. Exactement. Ouais. Fait que c'est la deuxième partie qui est obvious, évidemment, mais c'est qu'il y a un risque associé à ça qui est plus élevé qu'en immobilier. Fait que c'est ça. Risk to reward ratio. Mais toi, des fois, il y en a des transactions immobilières que tu fais. Est-ce que tu aides à broker ça aussi? Ben, nous, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'on va avoir des courtiers immobiliers commerciaux partenaires. Dans le roadmap, l'objectif, c'est de pouvoir faciliter aussi ces transactions-là parce que souvent, il y a une grosse partie de la valeur dans une transaction, des fois, qui est immobilière. Comme par exemple, je veux un garage, 3 portes, ben
la bâtisse vaut 1,5 million, la business vaut 1 million. C'est pas juste un acquire pour l'expérience de Marcel. Exact. C'est vraiment sick d'autres. Puis le walkthrough, mettons, tu sais, moi, je suis passé à travers un seul M&A, fait que c'est très anecdotique. Toi, t'es passé à travers plusieurs, fait que ça va être un petit peu plus scientifique, du moins, ou statistiquement pertinent. Ouais. Pour une business, en général, dans ce que tu vois, le temps de je signifie mon intérêt, mettons, à Live que je vais acheter. On prospecte, on explore des deals, on envoie des LOI, tu sais, des letter of intent, on close un deal, je prends possession, mon financement est closé, je prends possession de la compagnie. Tu sais, le genre de cycle comme ça peut prendre combien de temps, genre? Je dirais entre 6 et 8 mois, quand les choses sont bien faites, ça se fait. Le plus court qu'on a vu, c'est comme 2 mois. Le plus long, 1 an et demi. OK. Ça donne un range. C'est pas la fin. Ouais, OK. La fin le monde sont impatients? Ouais, vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, toi, tu l'as peut-être vécu, puis je pense qu'on s'en était parlé la dernière fois, mais ça reste que la relation que tu bâtis avec l'acheteur ou le vendeur, c'est 50% du deal. C'est du moment où que ça commence à s'effriter, c'est vraiment tough de conclure le deal. T'es-tu encore la main serrée sur la majorité des deals? Ça dépend. Sur certaines transactions. Okay. Les plus grosses, souvent. Les plus grosses, ouais, c'est ça. Fait que t'as quand même du staff de confiance qui peuvent inspirer confiance dans tes acheteurs. Ouais, vraiment. OK. Puis, dans tout ce cycle-là là, de signifier un intérêt, prospecter des compagnies, en acheter une, faire l'intégration, c'est où qu'il y a le plus de friction? Puis, donne-moi un exemple de la technologie, le software que vous avez bâti, comment elle réduit les frictions? Ouais. Ben, avant de plonger plus dans l'univers de la prospection, parce que c'est ça le plus gros bottleneck, c'était toute la chaîne, c'est ça, la chaîne de production d'un deal, right? Okay. Fait il y a énormément d'intervenants dans une transaction, un achat d'entreprise, comme tu l'as vécu. Ouais. Fait que t'as avocat, t'as un banker, t'as, mettons, le courtier souvent acheteur, des fois, il y a un courtier vendeur. L'acheteur a ses avocats, le vendeur a ses avocats. Ça prend des comptables aussi pour les bilans d'ouverture, toutes ces affaires-là. Fait que fiscaliste aussi. Fait que beaucoup de gens, énormément de documentation par un due deal, tu l'as vécu, beaucoup de documents, data room à gérer, etc. Fait que nous, dans le fond, la prémisse du software, c'est de dire, OK, ben check, on va faire un software qui permet de simplifier le process puis de notifier les gens tout au long du processus puis identifier les bottlenecks dans le deal. C'est souvent ça. Vous avez fait ça? Ouais, c'est ça. Ça, on l'a fait. On l'utilise à l'interne. Très cool. Mais c'est de se dire, OK, ben où est-ce que le deal bloque? Parce que souvent, c'est qu'il y a eu une conversation entre une personne puis l'autre puis l'information, elle a été mal handover. Puis là, ça tombe. Puis là, tout d'un coup, on perd une semaine. Tu sais, ça va vite, là. Ah, c'est tout le temps ça, ouais. Il y a un avocat qui a pas dit quelque chose à l'autre personne. Puis là, on perd une semaine. Puis là, hey, what's up avec cette partie-là? Ah, c'est bon, je te reviens. Semaine après. Là, juste là, tu viens de perdre 7 jours dans le deal. Puis là, ces 7 jours-là s'accumulent. C'est ça qui fait en sorte que tu as un deal qui se close en 6 mois ou en 1 an, tu sais. Ouais. Ou qui se close pas. Parce que plus tu mets du temps dans le deal, plus il risque de mourir. J'ai réfléchi, je sais pas. Ouais. Pas sûr, exact. OK, c'est vraiment sick, man. Parce que tu m'avais fait un petit walkthrough du software, j'avais trouvé ça bien, mais c'était juste une fois, puis ma mémoire faillit, malheureusement. T'as parlé de la banque qui finançait souvent jusqu'à genre un 80, des fois peut-être 90% des deals. Toi, mettons, personnellement, et ou avec ta holdco, ta holding company, comment tu finances les deals? Ouais. Moi, personnellement, je l'ai fait à 2 reprises, tu sais, financé à 100%. OK. Avec la banque? Ou avec une fois, c'était avec la banque, puis une fois, c'était avec une balance de prix de vente à 100%. OK. Fait qu'une seule source de financement qui couvre 100%. Ouais. OK. 100%. Et avant, je parlais pas vraiment de ça, parce que je me faisais lancer des roches puis des tomates, genre. Tout le monde disait que j'étais un scam, genre, parce que tout le monde disait que genre, c'est impossible de financer 100% d'un deal. Après l'avoir vécu puis fait faire pour d'autres personnes, puis vu par d'autres personnes aussi, maintenant, je suis assez confiant de pouvoir en parler. Ça prend des conditions particulières, par contre. C'est monsieur, madame, tout le monde qui ont pas de business acumen ou qui ont pas de business background, vont être quasiment impossible de qualifier pour un financement à 100%. À l'inverse, si tu as déjà une business, un software, par exemple, puis tu veux acheter un autre business ou un autre SaaS, il y a moyen de venir financer 100%, basé sur le cash que ta business génère, basically. Fait que dans le fond, ils vont se dire, ben, check, cette business-là génère tant de profit. Si jamais il y a un problème avec l'autre business, puis les ratios d'endettement sont bons, on finance 100%, puis on cautionne avec l'autre business.
Fait que toi, ça veut dire que tu as utilisé ce levier-là dans ta old co pour dire, ben, regarde les différentes business que je possède, Exact. regarde leurs cash flow, leurs états. Penses-tu que ça peut être quelque chose qui te permet, toi, de me financer au complet parce que tu as ça en genre de collatéral? Je sais pas comment le dire. Ouais, c'est ça. Une caution. Caution, ouais. OK. Vraiment cool. Puis le monde parce que le monde te lançait premièrement, c'est vraiment mieux recevoir une tomate qu'une roche. Moi, j'ai beaucoup de commotion cérébrale, d'ailleurs. je suis rendu photosensible pour ceux qui se demandent, genre, pourquoi il y a des calices de lunettes oranges. Ça m'aide avec la lumière. Mais, ouais. Fait fuck ceux qui lançaient des roches. Mais mettons, pourquoi le monde te lançait des tomates? Genre, parce que ça fait comme gourou qui vend du rêve de, t'as pas à sortir une scène de ta poche, mais tu peux acheter une business, genre? Ben, c'est ça. C'est parce que quand j'en parlais, mettons, publiquement, ben, ça attirait des gens qui avaient pas nécessairement d'argent puis qui voulaient acheter une business sans mise de fonds, tu sais. Ah, mais ok. c'est malheureux, mais c'est pas de même ça marche. C'est pour des gens qui ont déjà un succès, tu sais. T'étais-tu avec ton téléphone comme ça en avant de ta Lambo? Non, t'as pas de Lambo, c'est une blague. Je suis juste trop rire. Dans la Lambo orange. Hey, what's up, folks? Just closed another deal. OK, vraiment, vraiment cool. Puis si, mettons, là, le vendeur est pas prêt à financer ou la banque est plus frileuse, whatever, t'as-tu comme, avec ton réseau pour les années que ça fait que tu fais ça, genre, un espèce de fonds ou genre de réseau d'investisseurs qui peuvent, genre, pot-in pour financer des transactions? Ouais. Fait que là, c'est là que la loi est claire dans le sens que tu peux pas associer deux personnes ensemble qui sont pas des investisseurs accrédités. Fait que, nous, on peut pas prendre, genre, poter, mettons, 5 personnes qui ont 100 000 puis dire, hey, mettez-vous ensemble, achetez cette business-là, genre. Ça, c'est illégal, on le fait pas, puis on en est conscient. Je savais même pas d'où. Ouais, exact. Nous, par contre, on a un pool d'investisseurs accrédités qui est comme une autre affaire. Fait que l'investisseur accrédité... C'est que l'AMF t'a dit, c'est beau, t'as assez d'argent pour... Tu peux être un DGen, t'as assez d'argent. Basically. Fait que c'est ça. Fait que nous, on a un réseau d'investisseurs accrédités avec qui on peut référer pour des deals. Puis que c'est comme ça. C'est sûr qu'on a contemplé l'idée d'avoir un fonds. Je me suis fait pitcher l'idée par plusieurs personnes. Hey, pourquoi tu fais pas un fonds d'investissement, etc. Mais c'est un autre ball game. Là, c'est un autre bête. Hein. Ben c'est ça. Là, t'es comme, OK, tu prends l'argent des gens, puis tu dis, écoute, je vais aller faire un deal, faites-moi confiance. Puis si ça go down, ben ta réputation go down with it. Serge Beauchemin, il est en train d'écrire un livre sur le VC, là, puis il m'a fait réviser les 2 premiers chapitres, puis il expliquait ça. Il disait, tu sais, man, moi, comme VC, j'ai des clients, j'ai du monde à qui reporter qui sont mes LPs, là, mes limited partners, eux autres me font confiance. Je peux pas, genre, être YOLO avec le cash, puis je leur dois une certaine transparence ou du moins rigueur, genre. Puis il faut que je fasse fructifier leur cash, là, tu sais. Puis toi, en plus, ça serait même pas du capital de risque, là, ça serait juste un fonds d'investissement sur du M&A en général. Ouais, c'est private equity fund, basically. Faut que tu le raises, ce fund-là, man. Faut que le monde, ce monde-là te fasse confiance, faut que tu gères, faut que tu en raises un une fois que tu l'as épuisé, tu sais, c'est... Ouais. Fait que, puis moi, ce qui me passionne vraiment plus, c'est le produit, faire mes propres deals, faciliter des transactions, tu sais, ça, je trippe. J'ai pas... En tout cas, à court terme, j'ai pas envie de prendre le cash des autres puis d'investir dans d'autres business, là, tu sais. Ouais, mais tu verras aussi dans le futur si c'est genre quelque chose un défi qu'à un moment donné qui te fait triper, là. Y a-tu un deal que t'as vu ou que t'as fait qui t'a vraiment marqué? Ça peut être dans le bon sens ou le mauvais sens aussi, si c'est plus crunchy. Ben, oui, j'essaie de penser, tu sais, il y en a chaque deal est son propre univers, là, c'est ça qui est fou, là, mais il y a jamais un foutu deal qui est pareil. Il y a tout le temps quelque chose à quelque part qui pète. Je sens que tu le saches. Puis une semaine, ça va super bien, tout est beau. L'autre semaine d'après, on est sur le bord du cataclysme. Je sais pas si tu l'as vécu, mais c'est fou à quel point c'est un domaine qui est tough. Puis que c'est ça, une petite affaire peut déclencher vraiment un cataclysme. Fait que, il y en a plusieurs des exemples. C'est sûr que ceux-là que j'ai fait personnellement, c'est eux qui m'ont le plus marqué aussi parce que émotionnellement, c'est eux sur lesquels je suis involved. Fait que ce que j'ai retenu de mes transactions personnelles, c'est que jamais prendre, tu sais, dans le fond, il y a souvent, tu sais, l'acheteur ou le vendeur ont deux réalités vraiment différentes. Ils ont deux volontés différentes. Puis nous, souvent, il y a un age gap qui est important. Tu sais, fait que je suis dans ma vingtaine, puis je deal avec quelqu'un qui s'en va à la retraite. Fait que veut pas, de la façon qu'il communique,
qui envoient leur email. Genre, c'est vraiment différent de la façon que nous, on communique. Ouais. Fait qu'ils te crient après, mais tu gardes ton calme parce que eux, c'est comme ça qu'ils s'exprimaient dans le temps. Ils te crient après. C'est comme ça qu'ils font de la business. Littéralement, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a ces défis. Je pense que, tu sais, à retenir, c'est de vraiment pas négliger la relation et la communication, aussi cheesy que ça puisse paraître. Je vous jure, c'est 50% du deal. Si la personne t'aime et tu cares pour elle, ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Ouais. Puis, également, attache-toi pas trop à ton offre d'achat. Dans le sens que ton offre d'achat est signée, mais c'est loin d'être coulé dans le béton puis c'est souvent pas ce qui va en ressortir à la fin du deal. Tu sais. Ouais. Si les gens célèbrent les offres d'achat, c'est bien correct, c'est un super beau milestone. Mais la réalité, puis c'est bon de set les expectations à l'autre côté de la table. Hey, il va y avoir des ajustements. Genre, c'est inévitable à quelque part. Sois prêt, là. Laisse-toi du lousse, là. Parce que ça va bouger, c'est sûr. Fait que pour répondre plus précisément à la question, ce qui t'a vraiment marqué, c'est la fois qu'un boomer t'a crié après au téléphone. Ouais. Non, mais c'est bon parce que t'as donné des actionable tips, là. T'as offert beaucoup plus de valeur dans ta réponse. Oui, se faire crier après à cause de quelque chose qui change dans une clause, absolument. Tu sais, on parle souvent de founder marketing dans notre domaine, là, genre, OK, soit tu veux embaucher des gens talentueux, tu veux lever du capital, tu veux atteindre des clients, des gros clients, fait que tu te marketes, tu racontes ton histoire, tu racontes ta vision de produit, genre, t'es transparent, whatever, sur LinkedIn. Tu sais, en SaaS, on le voit beaucoup. Toi, tu l'as fait beaucoup avec comme founder, toi, genre, comme personne. Tu l'as fait sur mais d'autres réseaux, tu sais, que moi, je suis moins habitué, là, genre, ton Insta, tu as été beaucoup là-dessus, Facebook, LinkedIn aussi. Fait que, est-ce que tu es capable de dissocier la valeur de ta marque personnelle de celle de Live ou c'est trop fusionnel, genre? Mais souvent, comment dire. Ouais, mais souvent, je challengeais ça beaucoup, tu sais, à un certain temps, j'étais comme, écoute, je veux juste m'effacer, puis je veux que Live Capital soit, tu sais, a brand of its own. Ouais, une entité. Ouais, exact. Il y a pas d'Uber. Ouais. Ça, c'était comme le goal initialement, de juste me retirer. Tu sais, je suis quelqu'un qui est introverti. Je trippe pas, là, faire des vidéos, des TikTok, là. Tu sais, c'est pas mon cours, c'est pas là que je vibe. That being said, je me rends compte que pour l'avoir essayé, tu sais, c'est vraiment tough de juste faire rayonner une marque. C'est tough. Là, je suis vraiment, en ce moment, je te dirais que je suis comme rendu à l'opposé. Je suis comme, écoute, ça va juste être ma face, puis ça va être ça for the foreseeable future. Puis j'ai l'impression que même toutes les grosses business font ça. Tu sais, l'autre fois, je voyais une vidéo de le CEO de McDo, genre, il fait un taste test des nouveaux wraps, genre, McDo qui viennent de sortir. Tu sais, tu dis comme, OK, les Fortune 500 companies, ils mettent beaucoup leur CEO de l'avant, là, tu sais. Fait que... C'est un exemple puissant quand même de dire, hey, le CEO de McDo fait des taste tests. Ouais, non, mais c'est ça, il y a le plateau, puis genre, il goûte au nouveau rap, là. Fait que là, t'as comme, je veux pas dire abandonné, t'as comme accepté. Tu t'es comme laissé aller dans genre, hey man, mon visage, ma voix, je pense ma personne, c'est un avantage compétitif, je vais l'utiliser. C'est ce que les gens veulent. Puis moi, c'est ce que je fais aussi énormément que ça se passe. Mais toi, tu avais-tu déjà pensé à comme... Hey, j'ai des moments d'autres que je me dis, hey, je m'ennuie, man, que genre Snipcart, là, ça soit genre toi, un blog, genre, je suis même pas le CEO, puis genre, je peux juste... Des fois, je mettais même... J'écrivais des blog posts optimisés pour le SEO, puis je mettais un autre auteur que moi, tu sais, genre... Évidemment que mon ego est toujours content quand j'ai des tapes dans le dos, puis des t'es bon, t'es beau, t'es reconnu. Mais genre, il y a quelque chose à propos de genre... Puis tu sais, le monde, ça se passe à toi. Fait que s'ils veulent faire de la business avec ça se passe, souvent, ils veulent dealer avec toi, genre. Ou souvent, si on a du contenu à promouvoir ou des choses à faire, tu sais, c'est avec ma face qu'il faut le faire, tu sais. Fait que tu deviens un goulot d'étranglement. Puis aussi, bro, man, je sais pas si t'as vu la vélocité de contenu qu'on fait, mais genre, le volume, de contenu, man, faut que je pèse sur le piton rec puis que genre je mette ma face en avant d'une caméra, souvent en tabarnak, man. Puis tu sais, le monde me connaisse, là, Biden, mais genre, j'ai des humeurs changeantes, là, moi, là. Des fois, j'ai pas le goût, man, d'être fucking smart, genre, puis d'être comme, hey, man, what's up, genre, tu sais. Mais je me force tout le temps parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui me donnent de leur temps ou de leur argent. Fait que je suis comme, je show up
puis ça fait partie de la job. C'est genre, Ouais. show must go on, peu importe que t'aies la tête dans le cul, bro, let's go, tu sais. Mm-hmm. Mais oui, il y a beaucoup de moments où je suis comme, ouais, tu sais, j'ai voulu l'avantage de genre avoir un humain attachant ou engageant qui m'aide ma marque, ben ça vient avec des désavantages. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je te comprends vraiment, puis je pense que c'est un struggle, c'est ça, que plusieurs founders vivent, mais at the end of the day, c'est ce que les gens veulent, puis c'est ce que les gens ont besoin, fait que... c'est le vieil adage super classique que je répète tout le temps, mais genre, people wanna do business with people. Puis genre, c'est vrai que c'est bien plus le fun avec des vraies personnes. Justement, parlant de vraies personnes, vu que tu travailles activement sur ton SaaS puis que tu avais un super beau succès dans tous les autres business que tu avais fait, je t'ai invité sur la communauté privée de SaaSpace, puis tu as join, puis tu as participé, puis j'étais vraiment stoked. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, que ça t'amène, la communauté privée SaaSpace, mais qu'est-ce que je pourrais améliorer aussi peut-être dans ça? Ben, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la mentalité puis la qualité des gens dans le club. Dans le club. Je change ça pour club, bro. Dans le club. C'est vraiment... Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs, mais dans d'autres styles de venture. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'amis qui sont en SaaS, des compagnies de distribution, de whatever, name it, OK? Puis on dirait, c'est comme un autre planète. Genre, les gens sont comme vraiment nice, puis resourceful, puis vraiment... Je sais pas, le genre de personnes que t'as regroupées, je trouve qu'ils sont vraiment connaisseurs d'un paquet de trucs. Puis, je sais pas, pour moi, c'est comme une nouvelle partie de la map, genre entrepreneuriale, qui a comme été unlocked. Genre, je suis comme, OK, il y a du monde vraiment fucking smart, genre, qui sont là. Puis, c'est sûr que, tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup en ce moment, c'est les monthly... je sais pas comment tu les appelles, les monthly... les tables rondes. Les tables rondes, merci, c'est ça. Fait que les tables rondes, je trouve ça vraiment nice, où on règle un issues par mois pour quelqu'un. Puis moi, c'est sûr qu'en ce moment, j'apprends énormément parce que je suis un peu une newbie dans cette industrie-là. Fait que d'avoir la chance de voir des gens qui sont 2 ou 3 steps ahead, c'est vraiment, vraiment helpful. Fait qu'en ce moment, j'essaie d'absorber le plus possible dans ces rencontres-là. Tu sais, tu l'as vu, je parle pas tant, je suis juste comme malade, j'apprends en fou, tu sais. Mais je pense qu'il y a une chier de ce monde-là qui pourrait apprendre toute ton expérience en M&A aussi, puis en médias, puis tout ça. Puis quand j'avais fait ton intro, j'avais dit ça, je me rappelle. Mais OK, Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Ce qu'on peut améliorer, je pense que c'est 2 choses. Right? Fait que, mais en même temps, vas-y. Ouais, la première chose, c'est justement ces tables rondes-là, dans le sens que là, c'est nice une fois par mois. Ce qui va arriver avec une certaine taille, plus il va y avoir de gens, plus ça va être tough d'avoir la parole ou de pouvoir comme discuter. Parce que là, à un moment donné, on est... Je me rappelle pas on est combien, c'est ça. Mais quand on va être 80, ça va être le zoo. Fait qu'il va falloir arranger ça éventuellement. Puis sinon, l'autre truc, puis je vais le vivre. Fait que dans le fond, je fais un jugement sur quelque chose que je connais pas tant, mais c'est le in-person event dans le sens que ces monthly-là, c'est le fun vu que c'est sur Zoom, c'est comme fonctionnel et tout. Je suis jamais allé dans un événement physique encore. Ben, c'est pas vrai. J'en ai fait un. Non, c'est pas vrai. J'en ai fait un. Mais ce que j'aimerais, c'est voir le merge justement de l'event physique puis des tables rondes virtuelles où ce que tu sais, on peut assess peut-être un issues en live. Tu sais, puis avoir un deck de présentation 100%. Sur la situation. Je trouve que le rapport physique unlock souvent beaucoup d'affaires. Mais c'est vrai, t'es pas venu à celui de Sherbrooke, hein? Non, c'est ça. On a eu des bons insights, mettons, pour dire ça comme ça, du deal mais c'est ça. Ils ont raconté leur histoire, ce qu'ils pouvaient raconter. Là, parce que c'est ça, tu sais, il y a tellement des trucs confidentiels qu'on se partage que on dirait, même le fait que ça soit fait sur Zoom, il y a du monde autour. T'es sur Zoom, t'es genre, y a-tu du monde qui me record? Ouais, je te file. C'est quand même sketchy, là, tu sais. L'autre affaire, tu laisses tes selles à l'entrée, man. Let's go, on y va, là, tu sais. Hey, ça, j'aimerais ça, d'autres. J'y ai pensé souvent. C'est genre. Phone off, là. Ouais. Genre, ça se passe à huis clos, briques, genre, on a rien, là. Ouais. Genre, pas de crayon, pas de papier, man. Ouais, c'est ça. Pas de vêtements, genre, rien, man. Là, t'es-tu down? Hein? Non, c'est de l'excellent feedback, dude. Je suis content. T'as parlé un petit peu du Silver Tsunami récemment. Ouais. Fait que ça, c'est pour le monde qui sont pas aussi cultivés que moi, mettons. Je l'ai genre appris il y a 3 semaines avec Valérie d'Eugéria. C'est
cette vague d'âge d'or ou de cheveux gris, entre guillemets, qui s'en vient dans notre société, ça va fesser au niveau de l'entrepreneuriat, du reprenariat, mais ça va fesser aussi au niveau de la santé beaucoup. Fait que, c'est des gros enjeux, mais il y a des enjeux et des opportunités avec ça, entre autres au niveau du reprenariat, puis toi, tu es bien positionné pour en capter une partie. Ma question pour toi, c'est est-ce que ça a un impact comme social, at large? Le gouvernement ou les instances publiques font-tu des trucs pour aider, des incitatifs pour le reprenariat ou comment? Ben, c'est ça. Ce qui est à risque, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. Tu sais, si, mettons, tu as 20 000 business qui ferment demain matin, ben, tu perds des centaines de milliers de jobs. Fait que c'est sûr qu'il y a une mission sociale noble, entre guillemets, qui est comme, OK, ben, check, la société en a vraiment besoin. Puis en plus de ça, tu peux profit from it. Fait que pour les gens qui voient plus loin que l'argent, ça peut être un super beau venture. Ouais, c'est vrai. Après ça, pour le gouvernement, ben c'est sûr que, tu sais, je suis un peu en faveur que, justement, le gouvernement développe des programmes comme qui vont faciliter ça, parce que ce qui arrive, la réalité, c'est qu'il y en a un peu, mais pas assez. Dans le sens que tu as les MRC, fait que c'est comme dans les régions là, qui contribuent, qui facilitent le financement. Il y a des programmes qui couvrent certaines parties des frais de transaction pour faciliter ça. Fait que, parce que c'est ça, tu sais, à the end of the day, moi, j'aimerais ça driver le cost à zéro. Mais ça reste que la réalité, c'est que nous, on a des costs à cover l'autre bord pour notre service. Puis ça peut pas juste se faire. Fait que, il y en a quelques enveloppes en ce moment, des subventions, mais c'est sûr qu'il y en a pas assez pour le volume transactionnel qui s'en vient dans les prochaines années. T'sais. As-tu vu une partie, aussi infime soit-elle, de ces enveloppes-là flower dans tes deals? Not yet. Surtout pour des frais légaux. OK, je dirais. Ouais, je comprends. De transactions, Aujourd'hui, man, quand tu veux closer un deal, oui, les états financiers, ça va être profitable. Là, tu parlais genre le free cash flow à la fin de l'année, tout ça. Mais t'as aussi genre la partie, comment dire, humaine ou culture de la compagnie qui va se faire acheter. Fait que toi, t'as un acheteur qui veut runner une nouvelle compagnie, OK, mais dans quel genre d'environnement il land, là? Genre, tu le parachutes-tu dans un espèce d'environnement hostile, toxique, de macho, puis lui, c'est un genre d'hypersensible comme moi, ça marchera pas, tu sais. Genre, fait que comment tu fais pour faire une espèce de, comment t'as appelé ça? HR due deal, vibe due deal, genre ça. Il y a plusieurs... Fait que quand tu as une offre d'achat d'accepter, tu t'en vas en période d'inspection, comme dans une bâtisse, ou en due deal. Vérification diligente. Exact. Pendant ce temps-là, tu veux juste t'assurer qu'il n'y a pas anguille sous roche puis qu'il n'y a rien sur le bord de péter. Moi, ce que j'aime faire, c'est une due deal en comme 5 axes, 4 ou 5 axes. La première, c'est la due deal financière. Fait que s'assurer que tu as les relevés comptes de banque, qu'il n'y a pas de fraude, que les profits qu'ils déclarent, c'est des vrais profits. Après ça, il y a la due deal que tout le monde connaît, la due deal légale. Fait qu'on regarde s'ils n'ont pas de poursuites ou des choses comme ça, que tous les papiers sont en ordre. Ce que j'aime bien faire, c'est vraiment aussi la due deal, j'ai dit financière, mais c'est comme l'autre, c'est plus comptable, où tu accèdes au logiciel comptable, puis tu vas voir chacun des postes de dépenses, puis tu te fais un peu un plan de match de comme qu'est-ce que tu peux optimiser avant même que la transaction se close. Comme si tu checkais mon poste de dépense logiciel en ce moment, ça se passe, tu dirais genre, mes marges seraient le double. Exact. Fait que ça, on regarde ça. Right? Ensuite de ça, on va faire ce que j'appelle la due deal marketing. Fait que voir qu'est-ce qui se fait en ce moment en termes d'initiative marketing. Pour voir c'est quoi leur canaux d'acquisition, c'est quoi leur coût d'acquisition client si on a cette stats-là. C'est excellent. C'est quoi le potentiel aussi de marché? Tu sais, les compétiteurs font quoi? Quel genre d'advertisement? Puis nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour grossir les ventes? Puis après ça, c'est la due deal HR. Ça revient à la vibe, à la culture. Exact. Puis là, ça, c'est touché puis c'est tough à faire parce que du moment où tu as une offre d'achat acceptée, tu n'auras pas été en contact avec l'équipe. Genre, même avant, puis même après l'offre d'achat. Oui, parce que c'est privé, entre guillemets. Exact. Nous, on l'a pas dit à la team avant tard. Là. C'est ça, exact. Genre, près de la clôture. Fait que souvent, c'est ça qui arrive. Puis eux, c'est comme... Puis je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais c'est une grosse barrière émotionnelle sur laquelle passer par-dessus. 100%. Tu capotes, t'es genre, qu'est-ce que mes employés vont penser? Ils vont-tu tout quit? Ça va-tu genre faire collapse la business? What is going on? Qu'est-ce qui va se passer? Fait que c'est un sujet qui est sensible, mais il existe des mécanismes qu'on peut faire pour voir un peu quel genre de personne. Souvent, dans une business, exemple, de moins de 20 ou 30 employés, qui est souvent le genre de transaction qu'on fait, veut pas,
le propriétaire de l'entreprise est quand même une bonne réflexion de son équipe. T'sais, genre, ses valeurs, la façon qu'il parle, qu'il communique, Intéressant. va être quand même une bonne représentation de sa team. Le monde dans mon équipe veut pas, il se base quand même sur mes valeurs. Puis tu parles à quelqu'un dans mon équipe. Ouais. C'est un proxy, mettons. Il y a quand même ça. Fait que ça, c'est la chose. Genre, tu te renseignes vraiment beaucoup sur le propriétaire, puis tu essaies de bâtir une relation pour comprendre vraiment comment il fonctionne, puis comment il a bâti son équipe. Ouais. Sur quel genre de. C'est quoi sa fondation de values, puis de trucs comme ça. Okay? L'autre chose qu'on peut faire, c'est de faire visiter, si c'est s'il y a des bureaux ou une place physique, d'aller visiter pendant les office hours comme un client potentiel déguisé. Un mystère. Exact. Un client mystère. Exact. Fait que là, tu te promènes, puis là, tu peux vraiment voir le vibe. Tu achètes une manufacture, tu rentres là, si tu as un zoo, il y a du monde qui se frappe d'en face, genre, puis du monde. Hey, c'est vrai que c'est de la merde de travailler ici? Tout le monde lève la main. Fuck off. Exact. Fait que, tu peux le voir. Tu visites une manufacture, une usine. Ouais. Tu te pointes pendant les jobs, il y a du monde qui se crée après, qui s'insulte ou whatever. Tu sais, ça te donne une idée de la culture. Après ça, tu peux regarder au niveau de la CNSST, y a-tu eu des claims, y a-tu eu des risques ou des blessures, des choses comme ça. C'est plus sécurité au travail qui rentre en ligne de compte. Mais pareil, tu sais, c'est tough de assess vraiment la culture de l'entreprise. Right? Ouais. Parce que tu dis, OK, ben toi, Frank, c'est quoi ta culture chez Snipcart? Tu vas nommer un set de values. Ouais. Et après ça, tu isoles l'équipe. Tu dis, hey, guys, selon vous, c'est quoi les valeurs de Snipcart? C'est souvent différent. C'est ça. Utilises-tu des sources, je sais pas si orthogonales, c'est le bon mot, mais genre Google Reviews ou genre. Ouais, exact. Dans le genre. C'est con, mais ça aussi, tu sais, c'est quoi la réputation de l'entreprise? Si tu vas voir certains compétiteurs, tu sais, ils ont quoi à dire de cette compagnie-là? Tu dis, hey, je magasine pour un plugin pour un e-commerce. Évidemment, ça reste des compétiteurs, mais ça reste que tu peux avoir un bon intel, tu sais. Puis des fois, c'est subtil, puis ce qui gosse en HR, c'est autant que j'aime avoir des données claires, tu sais, c'est jamais vraiment clair. C'est con à dire, mais c'est vraiment un vibe. Genre, tu t'analyses comme au meilleur de tes connaissances. L'autre affaire que tu peux regarder, par contre, s'il y en a, puis ça, c'est si t'es chanceux, mais mettons des rapports annuels de performance de l'équipe. 100%. Fait que ça, par contre, ça peut être un asset super intéressant à look into. C'est quoi la org chart de la business que tu achètes en termes de HR? Puis c'est quoi les reviews annuels, les postes d'amélioration, ce qu'ils font bien pour chacun des rôles. Ouais. Ça, c'est nice de les avoir, mais honnêtement, c'est rare que comme les entreprises ont tout ça à jour, vu que c'est des business, c'est comme de notre époque. Tu sais. Ouais. Soit d'une autre époque ou soit juste pas assez grosse ou structurée pour avoir tout ça. Exact. Ouais. Puis Okay. après ça, l'autre affaire aussi qu'on peut faire, c'est que il y a des professionnels qui font juste ça, gestion des changements à HR. Puis peut-être un tips qui est important de savoir, puis que moi j'aime bien faire, c'est que day one, quand tu achètes la business, c'est que tu fais ce qu'on appelle un assessment de la culture. Puis c'est un livre à Ann Rhodes, Built on Values. Elle explique un workshop là-dedans qui est vraiment nice. Puis même si tu as déjà ta business, tu peux le faire. Là. C'est vraiment un bel exercice. Okay. Dans le fond, nous, on a pris toute l'équipe quand on a, exemple, dans le cabinet comptable, il y a comme une quinzaine, entre 10 et 12 employés. Ouais. On les a tous assis ensemble dans une conference room. On a fait un atelier. Normalement, tu fais ça sur 2 jours. On l'a fait en condensé. Puis, on a built la nouvelle charte des valeurs de la business. Puis, genre, c'est quoi les comportements qu'on veut encourager? C'était pas wou ou genre Non. On a un one-pager, genre, voici nos 3 valeurs. Voici ce qu'on encourage. Puis, voici c'est quoi les high player. Voici c'est quoi un mauvais player. Puis, voici ce qu'on veut, genre, taper dessus, puis voici ce qu'on veut encourager. Tu sais. Toi, comme CEO, leader là-dedans, tu le références-tu des fois, cette charte-là? Big time. Ah ouais, OK. Fait que c'est ça. Tu t'es pas juste fait un poster pour tes bureaux. Là. Tu fais ça, mais tu fais un comité. C'est ça le twist. Okay. Tu as élu 3 personnes dans l'équipe, tu dis, puis c'est un comité roulant à chaque trimestre. Puis tu dis, à chaque trimestre, vous rencontrez, puis vous listez 5 comportements, genre 5 actions, genre, que Frank a fait, ou genre que quelqu'un dans l'équipe a fait, qui est genre, hey, ça live up à nos valeurs, puis des comportements sans nécessairement nommer de nom qui sont wrong. Genre, il y a un client qui est arrivé, tu l'as traité comme de la merde, c'est pas là-dessus qu'on a acquiescé, genre. Puis en plus de ça, ce qui est vraiment cool avec le one-pager des values, c'est de se dire, OK, tu l'as fait construire avec l'équipe, puis après ça, tout le monde est comme, OK, guys, vous êtes tous d'accord, parfait, on la signe, on s'entend là-dessus, c'est notre convention. Vous la signez physiquement? Ouais, idéalement. Ah, ta signe, t'es comme, OK, c'est comme, tu sais, ta culture, tu veux pas, tu vas vivre la moitié de ta vie à ta job, là. Fait que t'es comme, nous, le pitch, c'est comme, check, tu veux un environnement de travail que tu trouves nice, on va la construire live ensemble. Ouais. Mets la main à l'ouvrage. Exact.
ton quotidien de CEO aujourd'hui, Hub. Ouais. Il y a plusieurs business, il y a la Old Co. T'as ton café. Yeah. Barista. T'es barista. Je suis curieux de voir si t'avais à me splitter un petit peu, genre, les postes de dépenses de temps de Hub, genre, sur une semaine ou sur un mois, genre. Ouais. Faut vraiment, dans ma to-do, là, genre, faut que je fasse un vlog, là. Puis est-ce que ça me tente pas? Aujourd'hui? Genre, non, Okay. genre un vlog genre, day in the life, là. OK. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là, justement. Ça ressemble à quoi, tu sais, avoir plusieurs business? OK, got it. Puis là, je dors là-dessus pas mal, là. Je suis comme, faut que je me, tu sais, genre, t'es souvent, j'ai vu ça des vlogs fucking cringe de genre, il se lève dans son lit, genre, à 4 heures. Vas-tu le faire dans ton lit? Je pense pas. Je sais pas jusqu'à où je vais le faire. Si tu le fais, tu me l'enverras. Mais non, mon day-to-day, c'est assez... comment je pourrais dire? Éclectique ou? Ouais, quand même. Tu sais, Bon, fait que la création de contenu, veut pas, ça prend quand même un certain, je dirais, mettons, peut-être 10 à 20% de mon temps, peut-être. OK. Tu sais, HR, hiring, trouver du talent, 40%. Quand même. Ouais. Finance, genre 20%. OK. Puis comme development, 20%, peut-être sales, développement. C'est surtout ça mon background, je te dirais. Ouais. Le reste, c'est gérer ton monde, genre, un peu. Ouais. Tu travailles beaucoup avec une bras droit, je sais pas comment le dire. Exact, genre. un bras droit. Ouais. Ça t'aide, ça? Vraiment. As-tu toujours fait ça? Ou c'est resté? Non, ça s'est fait un an. Ouais. J'avais fait le switch. Qu'est-ce que ça a changé? Tout. Ouais. Basically. Je runnais late dans mes emails. J'arrivais pas à mes fins de journée, puis genre, ça faisait juste stacker, genre. Ouais. La to-do faisait juste grossir. Ouais. Fait que, shout out Steph, qui est là pour m'épauler, dans le fond, dans le day-to-day. M'assurer que je sois on time sur mes deadlines, qu'elle me rende accountable sur les choses que j'ai à faire, puis qu'elle m'aide à déléguer aux bonnes personnes là, les tâches. Là, tu sais. Ouais, c'est insane. Mm. Ouais. Moi, j'ai Fatima là, qui est... Tu l'as vécu aussi. Hein? Ben, ouais, je pense pas qu'elle a un rôle aussi exécutif que ta Steph, là, du moins pas pour l'instant. Là. Mm-hmm. Mais comme chargé de projet, comme executive assistant, genre être en gestion des courriels, du calendrier, que je peux lui déléguer un paquet de communication CRM. On s'est buildé un CRM récemment pour nos ventes. Ça t'a enlevé un poids quand même? Ça faisait pas? C'est fou le poids que ça m'a enlevé. Ça m'a redonné le coup, man, de... Ouais. Mais moi, ça m'a enlevé un poids, puis je me suis dit, ben, si je l'avais pas fait, puis j'avais encore ce poids-là, je sais pas comment je ferais, genre, tu sais. Fait que ouais, non, c'est cool. Puis j'aime la partie 4 ans imputable qui agit un peu quasiment comme ta coach, genre, des fois, là, de genre. Genre là, tu vas t'asseoir dans le Zoom, puis on sort pas du Zoom tant que t'as pas appelé telle personne, tu sais. Ouais. C'est vraiment sick. Très sick. Comment tu réussis, ou pas, à te débuzzer, puis décrocher de la job, puis reposer? Je dirais que clairement ma femme, ça l'aide. Es-tu sérieux? Ouais. Chris, let's go! Je savais pas, man! Ouais. T'as sorti une bague? Non, mais c'est pas Ah, ok, je pensais que t'étais rendu là. Non, c'est ça. ma blonde. Ah, ok. Je pensais que tu m'annonçais de quoi. Moi, j'étais là, on flippe la table, dude, let's go! Mais non, c'est ça, ça l'aide beaucoup. Je suis proche, là, j'ai beaucoup d'amis proches, là. Ouais. Fait que ça l'aide. Évidemment, le gym, là, c'est à travers ça qu'on s'est rencontrés aussi, ça m'aide. Puis honnêtement, le yoga show, là, genre, ça paraît con, mais c'est le truc qui me permet vraiment de comme reset. Là. Je sais pas pourquoi exactement, mais ça marche. Mais là, dude, quand on allait au gym ensemble, là, moi, j'étais en petite camisole, puis toi, tu t'habillais en drill rapper, man, de la tête aux pieds, quasiment avec des gants, genre... Quand tu fais du yoga show, dis-moi au moins que tu t'habilles pas avec des vestes du long, man. Non, c'est pas super. Je t'ai jamais vu en short. Ça fait un an que je te connais, dude. C'est vrai, je suis jamais en short. Mais dude, c'est drôle que tu me parles de yoga, parce que j'en ai parlé à ma blonde récemment, puis j'étais comme, il y a une détente puis un soulagement physique et psychologique. Ouais. Quand je faisais du yoga, j'en avais fait comme 2-3 mois une fois, que de plus en plus, je me dis, Chris, j'aurais peut-être réessayé une fois par semaine. Genre, ouais. C'est ça que tu fais? Ouais, exact. C'est une fois par semaine. Puis yoga, on dirait que je suis pas capable de décrocher. Genre, faut qu'il y ait de la musique vraiment forte puis qu'il y ait une température insoutenable. Genre, c'est vraiment le seul moyen de complètement. C'est comme pour
buffer tous tes sens, ta conscience, qu'il y a tellement d'affaires qui se passent que c'est là, t'as chaud, pis si tu te concentres pas, tu vas t'évanouir. Ouais, c'est ça. Ton brain il est juste en mode survie. Fait que c'est vraiment le best. Tu sais, au gym, c'est genre momentanément, tu deadlifts 5 plaques, genre, OK, pendant une fraction de seconde, t'oublies, genre, puis tu vois des étoiles. T'sais. Juste être clear, tu deadlifts pas pantoute 5 plates. Actually, non. Mon PR, c'est 4 plates. Ouais, OK. Je parlais pour toi, là. One rep. Moi, quand j'ai essayé de faire 5 plates, je me suis fait une entorse lombaire. Là, j'étais là, qu'est-ce qu'il fait à me sortir le 5 plates? OK, puis quand tu vas en vacances, parce que ça, c'est une histoire que tu m'avais racontée, puis j'étais comme, je te file. Là, récemment, j'ai pas eu le choix de décrocher. Ma batterie physique et mentale était tellement dead que mes 2 dernières semaines, j'ai même fait un genre de staycation, j'ai rien fait. Se reposer, chiller avec ma blonde, vu ma mère, genre, basically. Puis j'étais allé porter mon ordi à ma mère. J'étais là. C'est un gros commitment. Ben oui, il y a Conf qui s'en vient, il y a plein d'affaires qui s'en viennent, genre. Puis j'avais comme dit à mon staff, genre, alright, folks, téléphone, that's it. J'ai supprimé mes apps de travail. Puis s'il y a une urgence, appelez-moi, tu sais. Ça, c'est vraiment c'est tough, mais c'est beau en même temps parce que tu te rends compte, hey man, la business roule. Ouais. Pendant 2 semaines, j'ai pas eu d'appel, pas de texto, rien. Ça a marché, genre. Il y a des petites affaires qui ont glitché, puis que là, quand t'en reviens, il faut que t'adresses, mais genre, somme toute, j'ai buildé quand même une équipe des process, tu sais. Fait que, mais toi, en vacances, tu me disais que t'amenais ton laptop pareil. Ouais, c'est crazy. Puis que avant que ta blonde se réveille, parce qu'elle voulait pas que tu travailles, tu ouvrais ton laptop, tu tenais un peu. T'es-tu capable de décrocher au complet ou pas? Bientôt, on s'en va justement en Europe. Je pense que je vais être capable. Je pense. Je pense que je vais être capable. Tu vas où? En Italie. Très cool, man. Ouais, 2 semaines. Cool. Fait que, à ce jour, dès que je pars de chez nous, quelque chose dans mon char ou n'importe où je vais, mon laptop est dans le coffre, genre. Il est tout le temps comme à portée de main, dans la valise. On s'en va au chalet un week-end, man, je slip le laptop, man. C'est tout le temps. Ouais. C'est vraiment mon crack, là, tu sais. Fait que c'est vraiment un challenge. Mais tu sais, maintenant que l'équipe a une certaine ampleur, je pense que je peux vraiment me permettre de passer 2 semaines sans... Genre, j'ai 100% confiance en mon équipe qu'on peut délivrer un service exceptionnel. Mais j'aime encore trop ça, tu sais. OK. Y a-tu... c'est une question en mitraille, là, on s'en va sur notre closing, mon vieux. Des livres, des mentors, des frameworks qui ont genre façonné un peu ta vision de la business? Le truc de valeur, là, je trouvais tout le temps que c'était du cheesy stuff. Pas tant nécessaire, genre. Ouais. Redis donc, c'est quoi le truc? Anne Rhodes. Built on Values. Okay. C'est un vieux book, là, pas tant connu que ça. Mais elle était... C'est quoi la compagnie américaine super aimée en aviation? Je pense que c'est WestJet Airlines. Ça se peut. En tout cas, une des meilleures cultures des plus grosses compagnies. Là, puis elle était comme l'architecte derrière tout ça. Okay. Puis c'est ça. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Puis je me rends compte que si tout revient sur ton bureau, que les choses pètent puis que tu as des comportements que tu veux pas avoir, c'est ça, c'est l'enjeu de valeur puis de culture. Puis je le comprenais pas tant, mais maintenant que je fais du M&A, là, je le vois parce que ce qu'on transige chez des compagnies, il y a de la brique, il y a de l'inventaire, mais ça reste que il y a du monde impliqué dans le process, puis ça change énormément la donne. Fait que veux pas, j'ai comme dive in là-dedans. Puis là, je suis en train de relire BE 2.0, là, fait que Beyond Entrepreneurship de Jim Collins. OK. C'est un vieux book qui était sorti il y a plusieurs années. Puis là, ils ont refait une version récemment, genre début 2020-2021. BE 2.0. Puis j'ai lu justement, j'étais en Gaspésie avec ma famille. Puis là, je leur lisais les premières 50 pages. Puis ça parlait justement énormément de ça, mais aussi de l'individu, genre, qui drive la business. Okay. Puis je trouve ça intéressant de, mettons, travailler sur la culture, les valeurs. Puis, tu sais, pour avoir du concret, je vous invite à checker le livre. Là. Il y a actually, genre, un vrai playbook pour comment mettre une culture en place. Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'évolution de l'individu à travers la croissance de ta business. Tu sais, le Uber, il y a 1 an, était complètement différent, là, tu sais. Puis ça... J'étudie beaucoup ça sur genre comment moi j'agis puis je prends mes décisions, tu sais, au fil du temps. Puis je dirais que ces 2 livres-là ensemble, c'est quand même intéressant puis
c'est là-dessus, je dirais, que comme j'ai appris le plus là, cette dernière année. Qu'est-ce qui a le plus changé entre le Uber d'il y a un an et celui en avant de moi aujourd'hui, mettons? Je crois vraiment que c'est de comprendre comment les autres réfléchissent puis de care vraiment davantage sur les gens, mettons, qui m'entourent. OK, cool. Avant, j'avais plus tendance à pas nécessairement être selfish, mais de comme focaliser beaucoup sur moi puis tout ça. Puis en comprenant, ben évidemment, ça va de soi là, de passer de... On a eu quand même une croissance rapide. Là, on a grow plusieurs centaines de pourcents les revenus à chaque année. Fait à un moment donné, la team a expand, puis là, je me suis rendu compte que clairement, il faut que je sois bien plus open-minded about everything. Intéressant. Puis je dirais que c'est là que ça a comme aidé, tu sais. Mais ouais. Très... j'apprécie l'humilité là-dessus, man. Moi aussi, c'est quelque chose qui... il y a plusieurs années, j'ai tranquillement commencé à me sortir la tête de mon propre cul, comme j'aime dire. Puis je pense que ça aide. Vraiment, vraiment. Où tu vois Libe dans 5 ans, mettons? Ouais, on aimerait ça être la plateforme numéro 1 au Canada pour vraiment l'achat puis la vente d'entreprise. Fait que quand quelqu'un pense à acheter ou vendre une business, il pense à Libe Capital. Solide. Le but, dans 10 ans, c'est d'être le Remax de l'achat-vente d'entreprise, basically, worldwide. Let's go, man. Ambition, on adore ça. Pour finir, est-ce que tu as des shameless plugs, n'importe quoi que tu veux plugger? Ouais. Si vous voulez en savoir plus ou genre rentrer en contact avec moi, mon adresse courriel. C'est uber@libecapital.com. Ouais. Si vous avez des questions sur whatever, l'achat-vente d'entreprise, ça va me faire plaisir d'y répondre. Cool, man. C'est toujours un plaisir, mon vieux. Yes, merci, Frank. Merci, vieux. Ciao. It's a wrap! All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie, puis qu'on se rende à 1000, puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que, si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements, puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face, en théorie. Puis sinon, il y a dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez Ça se passe puis Beehive, c'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir, puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Un petit shout-out à Missive, partenaire produit Ça se passe. Missive, c'est un email client multijoueur qui réinvente la boîte courriel pour aider les équipes à mieux communiquer puis collaborer. Il y a au-dessus de 3500 entreprises à travers 75 pays qui leur font confiance, dont Ça se passe, et un paquet de SaaS. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec Phil Lehoux, le co-founder, sur ce qui s'en vient pour Missive. OK, de retour au pod. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out.
Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets, parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Leviat Légal, des avocats qui sont tech et founder friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec les AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!